Et je me retrouve dégagé de ma propre société, sans package de sortie, et nous on voit l'argent arriver. 5 millions, 6 millions, 7 millions, 8 millions. Et de là me vient l'idée de Brix, qui a une idée toute simple, investir dans l'immobilier à partir de 10 euros. Tu penses que des plateformes comme toi, vous allez tuer le système bancaire actuel? Il y a de la magie dans les banques, tu peux prêter de l'argent qui ne t'appartient pas. Je me rappelle de mon frère qui m'appelait tous les jours en me disant « Cédric, t'es sûr que t'es pas en train de faire une connerie ?» Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvel épisode, Inédit Talk. Vous le savez, je reçois ici des personnes inspirantes avec un parcours unique, une histoire inédite à nous raconter. Je reçois aujourd'hui Cédric O'Neill, fondateur de Brix. Bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous les podcasts et les prochains. C'est parti avec Cédric. Ouais, ravi. Écoute, Inédit Talk, j'ai un peu la pression, tu vois. je sais pas si... non, moi j'ai 36 ans, je suis originaire du sud de la France, je suis né à Narbonne. C'est à côté de Montpellier, là je réside à Montpellier, j'ai 2 enfants. Je suis passionné par la nature et la montagne et j'ai une passion depuis jeune, c'est l'entrepreneuriat. Je t'expliquerai pourquoi. Et au-delà de l'entrepreneuriat, ce que j'aime, c'est disrupter des économies qui sont existantes, où il y a finalement des marchés qui sont très sclérosés. Et moi, ça me fait péter des câbles de voir qu'il y a souvent des statu quo, rien ne bouge. Tout est organisé de manière très mafieuse parfois. Et j'adore venir tout casser, donner un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est pas simple. Je prends plein de coups à chaque fois dans toutes mes aventures entrepreneuriales, avec des procès dans tous les sens. Mais c'est aussi ce qui est sympa, et c'est que, en général, quand les gens ont envie de t'attaquer, c'est que tu es en train de faire quelque chose qui a de la valeur pour les utilisateurs. Moi, je viens d'un milieu très modeste, et donc... mon combat aussi, c'est de redonner et de faire en sorte que les personnes qui, comme moi, n'avaient pas beaucoup, tu vois, puissent avoir accès à des solutions qui facilitent leur quotidien. Génial. Effectivement, on va parler de tout ça. Tu es toujours dans des business un peu nouveaux. C'était le cas avec 1001 Pharmacie à l'époque, Brix. Tu viens un peu changer ce secteur de l'immobilier qui est un peu bloqué par le système bancaire, etc. On va y revenir. Tu l'as dit, tu viens d'un milieu modeste. Je crois que très jeune, tu as fait des petits boulots. Mais juste, est-ce que tu étais bon à l'école déjà ? Oui, très bon, très assidu. J'ai toujours été premier de la classe jusqu'à ce que j'arrive à 16 ans, où là j'ai commencé à sortir un peu faire la fête. Et j'ai plus rien foutu parce que j'avais des capacités naturelles. Moi, ma plus grande capacité, c'est d'être capable de retenir tout ce que je lis. Donc j'ai une grosse mémorisation qui m'a servi après dans mes études, parce que j'ai fait des études de pharmacie. Mais j'ai été très frustré parce qu'on est très mal orienté quand on est au lycée. Mes parents m'avaient toujours, malgré le fait qu'ils soient modestes, m'avaient toujours dit vas-y, tu vas tout casser, tu vas faire des grandes études et tu vas partir aux États-Unis pour bosser parce que c'est le rêve américain. Et ils m'avaient toujours dit il n'y a qu'une école en France, c'est HEC, et il faut que tu fasses HEC. Et malheureusement, mes profs m'en ont complètement découragé, parce que j'étais nul en français, j'étais nul en histoire, nul en philo. Et par contre, tu vois, j'avais 18 dans toutes les matières scientifiques. Et donc à ce moment-là, ils m'ont dit c'est pas fait pour toi. Parce que tu vas pas réussir à avoir ta prépa et à avoir HEC comme tu le souhaites. Donc pars plutôt dans des matières scientifiques, et c'est la raison pour laquelle je suis parti en pharmacie, en me disant j'aime pas le sang, les études médicales c'est sympa, et surtout la pharmacie, je pourrais bosser dans une industrie pharmaceutique et voyager aux États-Unis, donc ça m'allait très bien dans l'idée. Effectivement, il y a ce départ aux États-Unis, je vais en parler juste après, mais quand tu étais très jeune, je crois que tu as commencé tout de suite à faire des petits boulots, t'intéresser à l'entrepreneuriat. Pourquoi avoir démarré très vite comme ça, à vouloir t'en sortir dans la vie finalement ? Ouais, moi je considère que tu n'as que 2 façons de t'en sortir dans la vie. Soit tu es capable de mettre de l'effet de levier sur des investissements, donc de mettre au travail une capacité d'argent qui ne t'appartient pas. Et l'immobilier et l'investissement immobilier très jeune est la meilleure façon de faire ça pour te constituer un patrimoine. Soit pour créer de la valeur, tu peux entreprendre, parce qu'en fait, quand tu crées une boîte, tu vas réussir à valoriser les parts de ta société de manière assez rapide si c'est une start-up. Mais en tout cas, tu as une valorisation et une création de valeur qui te permet de ne pas être dans un schéma linéaire qui est celui d'un salarié qui va toucher un salaire de manière classique et assez linéaire tout au long de sa vie, même si ton salaire augmente un peu. Et donc, ça, c'était ma vision des choses. Donc, très tôt, tourné vers l'entrepreneuriat, je voulais créer des boîtes. Et ensuite, pourquoi j'ai commencé à faire des petits boulots, tu vois, j'ai commencé à faire des vendanges. Moi, j'étais dans un pays très viticole, j'ai commencé à faire des vendanges à 11 ans. En fait, j'avais juste pas le choix. J'ai des parents qui n'ont pas d'argent, on est 4 enfants à la maison, ma mère s'occupe seule de nous. Et j'ai une grosse frustration de voir que, pour faire simple, moi, j'ai des habits de merde. Et alors que tout le monde est griffé avec des marques. Et en fait,
Le collège, c'est très très dur, c'est violent. En fait, il y a tout le monde qui se fout de ta gueule dans la cour de récréation. Et donc, ça crée des traumatismes et ça crée de la frustration. Et donc, tu as deux façons de réagir. C'est soit tu te dis, je vais me démerder et je vais essayer de faire des petits boulots pour moi aussi avoir ce standard-là. Soit finalement, je vais rester frustré et je vais ne pas bouger. Et donc, moi, j'étais plutôt dans la phase de réaction. Travailler très tôt et essayer de gagner de l'argent par tous les moyens pour justement avoir cette normalité. Et la chance que j'ai eue en plus, c'est d'être dans l'Aude, donc département qui est très pauvre, très sinistré. Donc en fait, les différences, même si j'étais pauvre, elles n'étaient pas énormes. Tu vois, je pense que ça aurait été bien plus brutal si j'avais été soit à Paris, soit dans une grosse ville. Et en tout cas, ça m'a donné vraiment un feu intérieur, une rage de me dire... tu vois, il y a l'OCDE qui dit il faut 5 ou 6 générations de 30 ans pour changer de classe sociale. Tu as pas mal de psychologues qui te disent que tu as tendance à te mettre un plafond de verre et à ne pas vouloir dépasser ce que tes parents ont reproduit. Donc, ce qui fait que les générations d'après reproduisent le même boulot, la même rémunération, les mêmes objectifs que leurs parents. Et moi, dans ma tête, c'était hors de question. Il fallait péter le truc. Il fallait arriver à s'en sortir coûte que coûte. Ouais, c'est très vrai. Tu as des barrières psychologiques comme ça sans te rendre compte. Parfois, quand tu viens d'un milieu modeste, finalement, tu reproduis un peu le schéma. Tu dis que tes parents, ta maman, t'a soutenu dans l'idée de faire des études. Tu vas tout casser, c'est ce que tu dis. Tu vas faire des grandes études. Est-ce qu'ils t'ont soutenu aussi pour être entrepreneur, lancer des boîtes? Alors, ils m'ont soutenu. Déjà, moi, je remercie mes parents parce que même s'ils n'avaient pas de moyens, ils étaient... vraiment à nous encourager à faire des études pour réussir dans la vie. Tous mes frères et sœurs, pareil, ont des belles carrières. La difficulté de ta famille et de tes amis, c'est qu'ils ont tendance à projeter sur toi leurs propres craintes. Donc quand tu n'as pas des entrepreneurs autour de toi, la prise de risque qu'un entrepreneur prend n'est pas compréhensible pour le commun des mortels et pour ta famille surtout. Et donc, j'ai une anecdote qui me vient en tête. Entre Mille et une pharmacies et Brix, j'en parle peu parce que c'était pour moi une petite expérience entrepreneuriale, mais j'ai monté un laboratoire de compléments alimentaires. J'ai un diplôme universitaire en herboristerie, donc j'avais les compétences. Je monte un laboratoire de compléments alimentaires qui commence à faire des bons chiffres sur Internet et je commence à me sortir un salaire qui est sympa, alors même que je dois travailler 3 jours par semaine. Donc c'était de la vente sur Internet. Et j'ai cette idée de Brix qui pop, et là je leur dis... En fait, ça me saoule les compléments alimentaires. Je suis passionné d'immobilier, je m'en rends compte. Je vais tout quitter, je vais revendre cette boîte. Et là, la première des choses et le premier réflexe qu'a eu ma famille, mais vraiment toute ma famille, ça a été de dire mais en fait, t'es con, Cédric. Alors que ça fait 2 ans que tu as remonté cette activité de complément alimentaire, que ça commence à te sortir un salaire qui est confortable tous les mois et que tu travailles que 3 jours par semaine, là, tu es en train de dire que tu vas tout quitter pour repartir dans une aventure où tu as zéro idée de ce qui va se passer. Tu vas tout réinvestir dans cette nouvelle boîte. C'est débile. Et donc, je me rappelle de mon frère qui m'appelait tous les jours en me disant « Cédric, t'es sûr que t'es pas en train de faire une connerie ?» Et en fait, c'est contre-productif parce que toi-même, tu te poses cette question 20 fois par jour. Et en fait, t'as pas envie que ta famille te la remette et te projette ses propres doutes. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, l'entrepreneur, il doit être très fort parce que il doit complètement... Déjà, il doit avoir cette motivation interne pour sauter dans le vide, sans parachute et se dire je vais construire mon parachute en plein vol. Mais en plus, il faut être capable de se mettre dans une bulle et de comprendre que ta famille, quand ils ont ces doutes, ces craintes qui t'expriment, c'est pas parce qu'ils n'ont pas confiance en toi, c'est parce que c'est leur propre crainte de tout ce qu'eux n'ont pas réalisé qu'ils sont en train de projeter sur toi. Donc, il faut garder une propre confiance en soi-même en se disant mais je sais que j'en suis capable. Et moi, je leur disais, en vrai, arrêtez de me parler, arrêtez de me dire des trucs comme ça. Dites-moi juste, c'est cool, Cédric, fais ta vie et on verra ce que ça donne. Donc effectivement, n'écoutez pas vos proches et votre famille quand vous voulez lancer une boîte. Effectivement, quand tu as un rêve et que tu sais ce que tu veux faire et que ça te passionne, je comprends totalement ton choix de te dire. Mais c'est vrai, ça commence à fonctionner, ça fait 2 ans. Je peux comprendre l'interrogation de se dire est-ce qu'il est au courant de ce qu'il fait? Peut-être aussi que c'est un peu de bienveillance, tu vois, de se dire Cédric, t'es sûr? Ouais, c'est un peu de bienveillance. Et si tu veux, moi, je suis séparé de la mère de mes enfants, mais à l'époque, on était encore ensemble. Elle me regarde, elle me dit mais pourquoi? T'as jamais envie à un moment donné qu'on ait de tranquillité dans notre vie? Et il y a ça aussi, et moi je l'entendais, tu vois, parce qu'effectivement, quand tu repars dans une nouvelle aventure, il faut cravacher, c'est dur. Et là, j'étais en train de lui dire,
En fait, ça me saoule d'être seul dans la boîte à faire des compléments alimentaires et à vendre ça sur Internet et à répondre à des mamies qui m'appellent au téléphone pour savoir ce qu'il leur faut pour leurs problèmes de peau ou je ne sais quoi. Et j'étais en train de lui expliquer que j'ai envie de repartir avec une équipe, avec du management, et on va être 200 dans quelques années, et ça sera trop cool. Et elle me dit, mais non, ça sera pas cool. Je sais ce qui va se passer. Tu vas rentrer le soir et tu penseras qu'à ça. Et donc, elle se dit, mais pourquoi il fait ça alors que là, on a une vie qui est tranquille Et donc, le paradoxe de l'entrepreneur, c'est d'être capable justement d'équilibrer ça. C'est toujours très, très compliqué et de faire en sorte que ça ne vienne pas non plus polluer H24 la vie de famille. Mais c'est pas simple. Effectivement, surtout avec Brix, on va y revenir juste après, mais c'était un projet un peu ambitieux. Juste, on remonte un petit peu dans le temps. Tu l'as dit, HEC, du coup, tu t'orientes vers les études de pharmacie. Pourquoi exactement? Et pourquoi tu te tournes vers ce milieu-là? Alors, sur ma terminale, donc j'ai 18 ans, j'ai mon père qui passe beaucoup de temps à l'hôpital. Et il est en fin de vie. Mon père est décédé, j'avais 18 ans. Et je me dis à ce moment-là, en fait, des études de santé, ça peut être sympa. Donc, je pars en pharmacie. Je déteste la pharmacie, mais j'ai la chance et la malchance d'avoir ma première année du premier coup, et c'est un concours qui n'était pas simple. Donc, je me dis, je suis parti dans des études longues, c'est 6 ans pour avoir son doctorat en pharmacie. C'est pas grave. Je bifurquerai et je ferai un double diplôme à la fin, et je suis persuadé qu'il va ressortir pas mal de choses positives de tout ça. Donc, je pars en pharmacie en me disant que je vais faire de l'industrie pharmaceutique. Il faut absolument que je parle bien anglais. Je vais faire un double cursus, 1 an de pharmacie en Irlande. Je passe une super année, et à la fin de cette année-là, j'ai un stage de 3 mois à faire dans un laboratoire pharmaceutique. Et je me dis, il faut que j'aille aux États-Unis. J'ai pas envie de revenir à Montpellier, d'être dans un laboratoire, me faire chier tout l'été. Il faut que je parte aux États-Unis. Je vais aller faire du surf cet été. Ok. Et là, je me dis, je connais personne aux États-Unis, je connais personne en biotechnologie ou dans l'industrie pharmaceutique. Comment je fais pour aller aux États-Unis faire un stage là-bas? LinkedIn était complètement nouveau en France, mais dans les pays anglo-saxons, c'était déjà bien développé. Nous, on avait un concurrent qui s'appelait Viadeo. Je vais sur LinkedIn. Et là, il y avait une fonctionnalité qui était assez sympa, c'est que quand tu disais, par exemple, que tu bossais chez Pfizer en Californie, ils te mettaient en relation avec toutes les personnes qui bossaient chez Pfizer Californie, et tu pouvais ajouter autant de contacts de manière gratuite que tu voulais. Okay. Une fois que ces contacts étaient dans ton réseau, on est en 2010, une fois que ces contacts tu faisais exporter les mails, et automatiquement, ça te sortait un fichier CSV de tous les mails de tous tes contacts. Donc, je passe un week-end à bourriner, à faire ajouter. Tu vois, il n'y avait pas d'automatisation. Il n'y avait pas de limite à l'époque. Il n'y avait pas de limite. Il y a 5000 contacts que j'ajoute dans le week-end. D'ailleurs, je me dis, avec le recul, je suis con, j'aurais dû faire ça sur 200 000 contacts. Ouais, effectivement. et je me suis arrêté là, tu vois, c'est un peu mon côté feignant. Une fois que j'ai eu mon objectif, je me suis arrêté. Mais j'ajoute 5000 contacts dans le week-end, je fais exporter, j'envoie un mail, mais avec le recul dégueulasse, de 5000 personnes sur Gmail, parce que pareil, Gmail n'avait pas trop de limite d'envoi de mail, mass mailing à l'époque, en disant, voilà, je suis quasiment pharmacien français, et d'ailleurs, les études d'ingénierie en France sont bien reconnues là-bas. Je viens 3 mois bosser gratuitement chez vous, et je m'adapte à toute discipline que vous allez me proposer. Et là, j'ai un gars qui me recontacte et qui me dit moi, j'ai un laboratoire en immunologie. Vas-y, chaud, t'es le bienvenu. Je pars voir mon banquier et je lui dis j'ai besoin de 5 000 euros. Je lui raconte que je vais acheter une voiture. Passe-moi 5 000 euros, et je me retrouve avec ces 5 000 euros d'emprunt pour aller passer 3 mois en Californie. Et ces 5 000 euros ont été mon meilleur investissement. J'arrive en Californie là-bas. Et là-bas, je me rends compte que même le système de la recherche est ultra entrepreneurial. Parce que si tu ne publies pas dans des revues scientifiques, publication égale avancée scientifique. Si tu ne publies pas, tu n'as pas de budget. Et c'est à toi d'aller pitcher des investisseurs pour te donner des budgets. Et souvent, c'est l'industrie pharmaceutique qui te finance. Et en plus de ça, moi, je travaillais sur des souris. C'était un type de souris spécifique. Et tu te rends compte qu'une souris, ça peut coûter jusqu'à $2000. Donc, en fait, on avait des boîtes, des startups qui s'étaient organisées pour te commercialiser des souris, des antigènes, des anticorps très spécifiques par rapport à toute la recherche que tu voulais faire. Et ça marchait très, très bien. Et en fait, tu te rendais compte que tout était en entreprise, parce qu'en fait, la finalité, c'est quand même de sortir un médicament ou une innovation qui va être revendue. Et je reviens en France en me disant, mais vraiment, c'est les États-Unis, ils ont tout compris. C'est ce que je veux faire. Comment je fais pour toucher du doigt ce monde entrepreneurial? Et à ce moment-là, il y avait un média
très connu aux États-Unis, qui est la référence dans les startups, qui s'appelle TechCrunch. Donc, je contacte ce média TechCrunch en leur disant, moi, je travaille pour vous gratuitement, je vais écrire sur des startups au niveau français. Et donc là, ils me disent, OK, soit rédacteur, soit journaliste pour notre média. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 an et ça m'a permis de rencontrer un maximum de start-upers à l'époque. Et c'était un peu les balbutiements. On était en 2011. Et au bout d'1 an, à être allé dans pas mal d'événements start-upers, je me dis, il faut moi que je crée ma boîte et que je me lance. Pour que je sois légitime alors que je viens d'avoir un doctorat en pharmacie, il faut que ça soit dans le monde de la pharmacie si possible. Et ça m'emmerdait parce qu'en fait, le monde de la pharmacie, c'était pas un truc qui me faisait vraiment kiffer. Je voulais essayer de le rattacher à Internet. Et là, quand j'ai regardé ce qui se faisait sur Internet, sur la vente de produits de santé, j'ai vu moi, quelque chose qui me paraissait complètement incohérent. L'Union européenne avait autorisé la vente de médicaments sur Internet partout en Europe depuis 2003, avec une législation qui avait fait beaucoup de bruit parce que c'était des Allemands qui avaient poussé ça. On était en 2011-2012 et le texte européen n'avait pas été transposé encore en droit français parce que la France avait jusqu'au 1er janvier 2013 pour le faire. Et donc, il tirait sur la corde parce qu'en fait, tu as un ordre des pharmaciens qui est très bien organisé et qui voulait vraiment scléroser le marché d'Internet. Qui lui refusait, quoi. Qui lui refusait. Donc moi, je dis, dans ma tête, tu vois, avec des principes un peu naïfs, le droit européen prime sur le droit français. Très vrai. Donc, si c'est autorisé en Europe et que c'est pas retranscrit en droit français, c'est que c'est de facto autorisé en France. Donc, tu vas là casser les codes aussi. Et donc là, je casse les codes. Je me dis, il faut monter un site internet qui permet de vendre du médicament pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que en termes de commodité, c'est bien plus sympa pour tous ceux qui peuvent pas se déplacer en pharmacie. Deuxièmement, on va le faire en partenariat avec des pharmacies qui, elles, sont autorisées à avoir pignon sur rue. Donc, ça permet une traçabilité des produits, une traçabilité des médicaments qui vient contrecarrer une offre complètement illégale qui était déjà en ligne. En fait, la contrefaçon de médicaments en France, c'était déjà un vrai fléau. Les études disaient qu'il y avait plus d'1 milliard d'euros dépensés par des Français tous les ans sur des sites de médicaments contrefaits où des gars voulaient t'acheter du Viagra, des choses comme ça. Mais c'était des produits qui étaient potentiellement dangereux pour ta santé parce que ça provenait de Russie, Chine, etc. Ouais, bien sûr. Je lance ça en 2012. Et là, le timing est parfait parce que juste après, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé à l'époque et également pharmacienne, dit oui, effectivement, il faut qu'on libéralise et qu'on autorise la vente de médicaments sur Internet. On n'a plus le choix, finalement. On n'a plus le choix. Moi, je suis le seul acteur et j'ai fait un peu de RP, de presse à ce moment-là. Et d'un coup, la machine s'emballe. Ça faisait genre 3 mois qu'on était lancé et je me retrouve avec toutes les caméras, tous les plateaux de télévisés qui sont dans mes bureaux. J'ai 23 ans ou 24 ans, invité sur le plateau du Grand Journal avec Michel Denisot. On me dit il va y avoir 6 millions de téléspectateurs. Effectivement, à l'époque, incroyable. Et là-dessus, on m'a donné un très très bon conseil. On m'a dit écoute, tu vas avoir 15 secondes de temps de parole. Répète juste 1001 pharmacie égale vente de médicaments sur Internet et c'est bon, t'as pas besoin de stresser. Répète 3 fois ton message et voilà. Le message est passé. Le message est passé. Et donc cette expérience a été dingue parce que moi, à 24 ans, je me retrouve propulsé rapidement avec une boîte où on atteint les 50 collaborateurs. Et cette puissance médiatique nous a apporté 3 choses. Premièrement, ça nous a apporté du référencement naturel. Donc il y avait des acteurs qui étaient là depuis longtemps sur de la vente de produits de parapharmacie. On est passé devant parce que, comme tous les médias nous avaient parlé de 1001 pharmacies, on avait des backlinks, donc on avait tout de suite un volume d'affaires très important. On a eu des investisseurs parce qu'il y a des investisseurs qui se sont intéressés à notre business et qui nous ont dit effectivement, il y a un gros marché à aller prendre sur Internet, on se développe. Et troisièmement, ça nous a apporté plein de procès parce que tout de suite, j'ai pris un procès de l'ordre des pharmaciens qui m'a attaqué, qui voulait me faire péter mon diplôme à ce moment-là. On a eu pas mal de laboratoires pharmaceutiques et parapharmaceutiques qui ne voulaient pas voir leurs produits vendus sur notre plateforme, qui nous ont attaqués également. Parce que c'est un milieu qui est très fermé quand même. C'est un milieu qui est très fermé et surtout c'est un milieu qui ne veut pas évoluer. En fait, il y a des positions dominantes et en fait, tu vois, c'est ce qu'on parle. On parle de numerus clausus. Oui. Un pharmacien achète sa pharmacie en moyenne 2 millions d'euros. Une pharmacie, ça s'achète au chiffre d'affaires. Le chiffre moyen d'une pharmacie, c'est 2 millions d'euros. Quand tu es pharmacien, que tu as racheté ton officine, tu n'as pas envie qu'il y ait un petit con qui vienne te voler du business sur Internet. Oui, bien sûr. Voilà. Et comment ça se passe déjà, tu le dis, je comprends que vous avez des investisseurs parce que ça va quand même demander un petit peu d'argent, j'imagine. Et puis surtout, c'est un partenariat avec des pharmaciens, malgré tout.
Au début, ça doit être compliqué. Ouais, au début, effectivement, hein, au début, tu prends ton bâton de pèlerin. En 2012, elle a expliqué que les pharmacies allaient se mettre sur Internet. Pour elles, ça fonctionnait pas du tout. Et si tu veux, on a un peu, d'un point de vue commercial, on a un peu retourné les choses. On leur a dit non, mais nous, on vous vend rien, on va vous acheter des produits. Nous, on était une marketplace. Donc, en fait, on permettait à n'importe quelle pharmacie de proposer ses produits à la commercialisation sur notre plateforme. Et on mettait en relation des pharmacies qui allaient vendre leurs produits et qui allaient faire l'expédition elles-mêmes au début avec des internautes qui voulaient acheter les produits. Au début, on a commencé à leur dire inscrivez-vous sur notre plateforme, référencez vos produits, etc. Ça prenait pas. À la fin, j'allais en pharmacie et je disais voilà, je m'engage, je vous achète 50 000 € de produits à l'année, ça vous intéresse ? Ah oui, attendez, venez, on va discuter. Bon, maintenant que je vous ai dit que j'allais vous acheter 50 000 € de produits, on va référencer vos produits sur la plateforme et vous allez voir que ça va vous générer 50 000 € minimum de chiffre d'affaires à l'année, mais je ne vous les sors pas comme ça. Et donc, en fait, c'était juste dans le discours, il fallait parler avec leurs mots, souvent l'argent, parce que quoi qu'on dise, un pharmacien, il a un fonds de commerce et même si c'est un professionnel de santé, son principal intérêt, c'est de vendre des produits. Je vais me clasher avec pas mal de pharmaciens qui vont écouter toi. À mon avis, oui. Mais non, c'est pas pour rien que tu vois, les médecins nous qualifient d'épiciers. Il y a une vraie réalité derrière. Et tu as beaucoup de pharmaciens qui ont des pharmacies qui sont énormes en termes de chiffre d'affaires et qui sont vraiment dans des dynamiques très mercantiles. Après, il ne faut pas mettre tous les pharmaciens dans le même panier. Donc effectivement, au début, c'est compliqué d'aller convaincre tes premiers pharmaciens. Quand les pharmaciens voient qu'il y a du chiffre d'affaires qui est généré, on avait, nous, la plus grosse des pharmacies, elle faisait quasiment 1 million € de chiffre d'affaires additionnel. Quand tu lui rapportes 1 million € supplémentaires, elle se dit ça valorise mon fonds de commerce, ça valorise potentiellement ma pharmacie à la revente, je prends. Et donc, on a eu ces oppositions de jeunes pharmaciens qui venaient de racheter leur pharmacie, qui voulaient adhérer à notre plateforme, et la vieille génération qui... pour caricaturer, avait eu l'habitude d'aller jouer au golf et qui, elle, ne voulait pas bouger parce qu'elle était en fin de carrière, elle voulait juste revendre son fonds de commerce prochainement. Et donc, très dur de casser les codes là-dessus. Si je devais refaire a posteriori aujourd'hui avec mon expérience 1001 Pharmacie, c'est qu'on a voulu se mettre en frontal d'une profession plutôt que de leur apporter une solution qui allait les aider. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a voulu aller très vite et essayer de capturer le marché le plus rapidement possible. On a fait une boîte qui n'a jamais été rentable et qui a toujours été sous perfusion de la part de ses investisseurs. Et moi, j'avais entre 24 et 29 ans sur cette aventure-là. Et les investisseurs ont toujours eu le rapport de force favorable parce qu'en fait, à chaque fois qu'on allait les solliciter pour qu'ils remettent de l'argent au capital, ils nous disaient Cédric, t'es jeune, la boîte est encore fragile, la boîte est ci, la boîte est ça. Et donc, moi, rapidement, j'ai été très dilué. Je me suis retrouvé avec 8% du capital de la boîte. Et je me suis rendu compte que j'étais plus du tout décisionnaire des décisions stratégiques de la boîte. Et alors que ça, c'est une chose dont j'ai horreur. Moi, quand je rentre dans un business, c'est pour le transformer vraiment de manière profonde. Et je me projette sur les 10, 15, 20 ans qui arrivent. Et d'ailleurs, un entrepreneur ne devrait pas se dire « je monte une boîte pour la revendre rapidement » parce que ça n'arrive jamais. C'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Il faut se dire que quand tu montes une boîte, tu es là au moins pendant 10 ans. Donc si je suis là pendant 10 ans, j'ai envie d'avoir la possibilité de changer drastiquement les choses dans cette économie-là. Quand tu n'as plus que 8% et que tu sais qu'à tout moment, tu peux être révoqué de tes fonctions, qu'on peut te foutre à la porte de ta propre boîte, c'est très compliqué dans la relation que tu vas entretenir avec tes investisseurs. Et justement, c'est le cas, puisque tu vas perdre le contrôle de cette entreprise. Comment est-ce que ça s'est passé ? Enfin, comment tu en arrives là ? Et surtout, comment tu vis ce moment ? Alors, on avance un peu dans le temps. En 2000, donc nous, la première année avec 1001 Pharmacie, on fait 1 million € de chiffre d'affaires, plutôt du volume d'affaires. Donc, on fait 1 million € de ventes pour nos pharmacies et nous, là-dessus, on prenait 15% de commission. La deuxième année, on fait 5 millions €. La troisième, on fait 15 millions. La quatrième, on fait 20 millions. Et sur la quatrième année, on se dit, là, on n'a plus de cash. On a eu une très belle croissance parce qu'à chaque fois, on a fait x2, x3 sur les ventes. Il faut qu'on aille lever de l'argent et cette fois-ci plus avec des business angels, donc plus avec des personnes physiques. Il faut qu'on aille voir des fonds d'investissement dont c'est le métier, des professionnels qui vont pouvoir mettre plusieurs millions au capital de la société. Et donc, on part faire un tour de table de 8 millions € en 2015. En 2015, lever 8 millions €, c'était une des plus grosses levées de fonds de l'écosystème français sur une boîte e-commerce. Donc, c'était une très grosse levée de fonds. On fait rentrer des personnes de l'industrie pharmaceutique et quand tu commences une levée de fonds, tu pars en roadshow. Donc, tu vas voir 10, 20, 30 fonds d'investissement. Ils te voient tous. Et c'est le jeu
du premier qui t'envoie une lettre d'intention, donc ce qu'on appelle un term sheet en anglais. Dans un term sheet, une fois que tu l'acceptes, il y a une clause d'exclusivité. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu acceptes les conditions que le fonds d'investissement t'a formulées, il va demander 3-4 mois de période d'exclusivité pour faire son audit de la boîte et pour valider que tout est en conformité. Ce qui est très dur avec cette période d'exclusivité, c'est que tu n'as pas le droit d'aller voir d'autres investisseurs pendant ce temps d'audit. On avait à peu près 4 mois de cash devant nous. Donc 4 mois plus tard, la boîte, elle avait plus de cash, il fallait liquider la boîte, c'était fini. Donc là, il est en train de nous dire, je te mets une proposition sur la table. Pendant 4 mois, tu ne peux plus parler avec personne. Mais je ne suis pas obligé, j'ai aucune obligation au bout de ces 4 mois d'investir dans ta boîte. Et toi, il t'en reste 4. Et donc, ce fonds d'investissement nous met cette période d'exclusivité, nous lock, donc nous verrouille avec une super proposition au début. Et genre une semaine avant de signer le deal et de faire le chèque, ils m'appellent et ils me disent écoute Cédric, il faut qu'on se revoie. Et ils renégocient mais toutes les conditions à la baisse. Mais genre, ils font moins 30% sur toutes les conditions du deal. Je leur dis en fait, c'est pas cool. Vous savez que j'ai pas le choix. Donc mettez-moi même moins 50. J'ai pas le choix. Je vais le signer, ce papier. Sinon, en fait, je fous la boîte au tapis. Mais c'est juste pas des pratiques pour moi qui créent une relation de confiance dans le futur. Et je leur ai dit, on signe. Vous savez quoi, pendant 1 an, je vous parle pas. Et c'est ce qui s'est passé. On avait des boards qui étaient programmés. Et j'y allais pas. Pendant 1 an, je leur ai dit, je vous parle pas. Parce qu'en fait, moi, c'est OK, vous m'avez... Mais la boîte, je la drive seule. Et donc, j'ai été cow-boy là-dessus, dans le sens où je leur ai dit, OK, on fait le deal, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'être associé à des personnes comme ça qui... Donc, il y avait un peu d'ego de ma part. Mais là, je l'ai fait de manière simple. Bien sûr. Les conditions qu'ils m'ont proposées sont juste pas décentes, en fait. Caper la rémunération d'un entrepreneur à hauteur de ce qu'ils ont fait, c'était une connerie totale parce que tu désengages complètement le management. Voilà, plein de choses incohérentes selon moi. Et donc, au bout d'1 an, comme il y avait zéro communication avec les principaux actionnaires, parce qu'ils avaient à peu près 40% de la boîte à ce moment-là, ils me disent Cédric, ce qu'on te propose pour rétablir la communication, c'est de mettre ce qu'on appelle un chairman. Donc le chairman, c'est celui qui fait le lien entre le management et les investisseurs. Donc une sorte de conseiller qui va driver la relation des différents investisseurs. Et on prend un gars qui avait monté La Fourchette, un des associés de La Fourchette à l'époque, qui venait de sortir de cette aventure. Il descend à Montpellier, il me dit ouais, j'ai envie de bosser avec vous. Et donc on détermine un package. Moi, je négocie plutôt bien le package et je trouvais ça simple. En fait, il avait de mémoire, je lui propose 3% de stock à cette époque pour jouer ce rôle-là. Et en plus, comme il avait fait La Fourchette au préalable, tu vois, c'était sympa pour l'image de 1001 Pharmacie. Et mes fonds d'investissement me recontactent genre 2 jours plus tard. T'inquiète, on a vu ce gars de La Fourchette, on lui a proposé 7%. Et je lui ai dit, mais pourquoi ? Moi, j'avais négocié 3 avec lui. En fait, vous êtes en train de lui donner autant de stock que moi j'ai. Vous ne m'avez pas relevé sur la précédente levée de fonds. Il va intervenir genre 2 jours, 3 jours par mois max dans la boîte de manière opérationnelle. Je ne comprends pas pourquoi il y a besoin de lui donner autant de stock. Ça me donne juste l'impression que vous êtes en train de préparer ma sortie. Donc moi, il n'y a aucun problème, sauf qu'on remonte la clause le droit de révocation, non pas à la majorité simple à 50%, il vous faut 70% pour pouvoir me révoquer de la société. Et on était dans des discussions à l'époque stratégiques parce qu'on était en train de se dire ça pourrait être intéressant de racheter des pharmacies pour créer la première chaîne de pharmacie en France. Moi, j'étais convaincu qu'il fallait aller vers un décathlon de la santé. Donc, c'est ce que je criais sur tous les toits, faire des grosses pharmacies qui vont vraiment apporter du service aux clients, qui vont permettre des maisons médicales tout intégrées dans lesquelles tu vas pouvoir retrouver tout ce qu'il te faut. Des 2000, 3000, 5000 mètres carrés. Ah, c'était assez visionnaire parce qu'aujourd'hui, c'est un peu il y a des chaînes comme ça. Tu regardes, il y a un papier que j'avais fait en 2017 qui était créer le décathlon de la santé. Et donc j'avais balancé ça sur Medium. Et ouais, c'était pour moi l'ère du temps. Tu vois, je trouve que ça sert à rien, ces petites pharmacies de proximité où tu as 10 mètres carrés, où tu n'as aucun produit et tu as juste un pharmacien qui te délivre un médicament. Il faut vraiment donner du choix parce que c'est ce qu'attend le consommateur. Et à ce moment-là, ils me disent maintenant c'est trop consommateur en cash et en plus nous on doit sortir, on a nous-mêmes nos propres investisseurs. Un fonds d'investissement a lui-même ses propres investisseurs, on appelle ça des LPs, qui doit rembourser au bout de 5 à 10 ans. Et donc nous-mêmes, on doit reverser l'argent à nos propres investisseurs. On ne peut pas se permettre de rentrer dans cette dynamique-là. Et donc il y a eu des divergences stratégiques à ce moment-là.
plus cette notion de chairman. 2 semaines après, je reçois une convocation à une assemblée générale où je suis révoqué un peu manu militari. Oui, c'est dur parce qu'en fait, ça faisait 6 ans que je bossais corps et âme dans cette boîte, jour, nuit, week-end, tout le temps. Je ne pensais qu'à ça. Et je me retrouve dégagé de ma propre société, sans package de sortie, pas de droit au chômage parce que je suis mandataire social, je suis président de la boîte, et donc j'étais à la gestion, donc tu n'as pas le droit au chômage. Et là, effectivement, c'est dur parce que tu te dis, waouh, qu'est-ce que je fais après ? Et donc, à ce moment-là, je me dis, j'attendais en plus un enfant qui allait arriver 4-5 mois plus tard. Ah, donc c'est la période. Donc c'est la période. Et si tu veux, je discute avec la mère de mon fils à ce moment-là. Elle me dit, Cédric, avec toutes les compétences que tu as, là c'est bon, il y a plein de boîtes qui vont te dérouler le tapis d'or pour venir bosser en tant que directeur stratégie chez elles. Tu vas avoir un bon salaire. On attend un enfant. Fais pas chier, prends un salaire et va bosser en tant que salarié le temps qu'on ait des enfants et qu'on se retourne. Et si tu veux, ça a été une discussion et une réflexion très dure pour moi parce que je me suis dit, oui, ça serait la meilleure des choses à faire, mais me connaissant, je vais être méga frustré parce que je me vois dans 2 ans, dans 3 ans, avec un bon salaire, à avoir eu l'impression, tu vois, d'avoir laissé passer ces années et de ne pas être reparti dans une dynamique entrepreneuriale. Moi, je me disais, est-ce que si je pars dans du salariat, je vais être capable de revenir dans l'entrepreneuriat après et de reconstruire quelque chose, et est-ce que je vais avoir suffisamment de force et de détermination pour faire ça ? Est-ce que ça va me tuer ? Est-ce que ça va me tuer ? Est-ce que ça va tuer cette rage d'entreprendre ? Voilà, exactement. Et est-ce que je préfère pas me dire, coûte que coûte, je galère, quoi qu'il, mais au moins, je crée quelque chose. Et parfois, c'est dans la galère qu'on entreprend le mieux aussi. Hein. Ouais, non, mais en plus, il y a plein de choses qui émergent. Mais c'est très dur pour la personne qui est à tes côtés d'entendre ça. Tu vois. Elle a l'impression que, en fait, tu fais exprès de vouloir faire galérer le couple. Tu vois. Pas de revenus, un enfant, pas d'épargne, un enfant qui arrive, tout pour des doutes parce que tu repars dans un nouveau truc. Et là, je me dis, non, mais il faut quand même que je sécurise un minimum. La meilleure façon de sécuriser, c'est de faire de l'immobilier. Donc le lendemain, je suis chez mon banquier et je lui dis, tu sais pas que je suis révoqué, je te le dis pas. Combien je peux emprunter ? Donne-moi tout. Donne-moi tout. Il me dit, là, vu ton salaire actuel, je peux te faire un crédit de 500 000 €. Ok, c'est bon, laisse-moi te trouver un bien immobilier pour 500 000 €. À ce moment-là, je trouve une grosse maison à Montpellier qui fait 300 mètres carrés que je décide de découper pour transformer en 5 appartements pour les revendre à la découpe. Donc vraiment du flip, une opération de marchand de biens. J'achète ça 400 000 € et j'ai 100 000 € pour faire des travaux. Sauf que rénover 300 mètres carrés avec 100 000 €, c'est juste techniquement impossible. Il n'y a aucun artisan, ça ne paye même pas ton prix des matériaux. Je me suis dit, donc la seule façon de faire, c'est de faire moi-même les travaux et d'essayer de tirer sur tous les bouts de ficelle pour arriver à m'en sortir. Donc c'est ce que je vais faire et c'est marrant, donc ça me prend 2 ans. Pendant 2 ans, je suis tous les jours sur le chantier à 6 heures. Je finis tous les jours à 19 heures. J'essaye par contre de prendre les week-ends pour les passer avec ma famille. Mais en mode déterminé, c'est ma revanche, il faut que je sorte ce projet. Et donc je me tape tous les tutos YouTube. J'apprends à faire de l'électricité. Donc, je fais l'électricité seule. J'ai les 5 consuels. Donc, les consuels, c'est qu'il y a un mec qui passe, il te valide que ton électricité est conforme et répond à toutes les normes. Je fais toute la plomberie, toutes les menuiseries, tout. Vraiment, j'apprends pendant 2 ans tout ce qu'il y a à apprendre. Et je trouve ça assez passionnant, en fait, parce qu'il y a beaucoup de bon sens dans la rénovation. Au bout de 2 ans, je revends les appartements et je fais 400 000 € de marge avant impôt. Donc, ça fait à peu près 300 000 € après impôt. Donc, une plus-value quand même... très intéressante. Très intéressante. Et tout ça parce que j'avais bien acheté. On dit la marge, elle se fait à l'acquisition. Exactement. Et je me dis, c'est assez incroyable ce qui vient de se passer parce qu'en 2 ans de labeur que j'aurais pu complètement externaliser, parce que là, j'ai décidé de faire les travaux pour comprendre et parce que j'avais pas de cash, mais j'aurais pu complètement les externaliser avec des entreprises externes. En 2 ans de travaux qui auraient pu être condensés peut-être en 12 mois avec des entreprises externes, je viens de faire 300 000 € net. Alors qu'en 6 ans de travail avec 1001 pharmacies, avec la prise de risque, j'ai gagné 40 000 €. Donc il y a quelque chose d'assez sympa déjà d'un point de vue financier, d'assez sympa d'un point de vue intellectuel, parce qu'à chaque fois que tu fais un nouveau projet immobilier sur du marchand de biens, tu dois te reposer des questions qui sont différentes et qui sont très liées à ce projet-là. Et ça va de l'urbanisme à de l'administratif, à la gestion de tes ressources financières et de tes employés. Et donc comment je fais pour faire en sorte d'avoir 4-5 projets comme ça qui tournent en parallèle pour générer des revenus. Je commence à faire une dizaine d'opérations
Et à chaque fois, j'ai les mêmes problématiques. Quand je vais voir mon banquier, il me sort toujours la même chose. C'est trop d'encours, donc tu as déjà trop d'emprunts chez nous. Rembourse d'abord ce premier projet. Nous, les marchands de biens, tu sais, c'est pas trop notre cam. On n'est pas chaud de t'accompagner sur telle ou telle opération. Et donc, tu es à chaque fois obligé de raconter des histoires à ton banquier. Non, mais t'inquiète pas, je le structure en rendement locatif avec un coworking et tu lui fais passer un coworking alors que en fait, tu pètes tout et tu revends tout à la découpe. Et un an plus tard, il te dit mais attends, c'était pas pour conserver sur 20 ans. Moi, je t'ai fait un crédit sur 20 ans, tu me rembourses tout au bout d'un an. Tu me fais bosser pour rien. Et donc, j'étais toujours dans cette relation conflictuelle avec mon banquier. Et à côté de ça, je me disais, c'est pas normal qu'il y ait plein de personnes qui placent leur argent, leur épargne sur des livrets A à 0,5% de rémunération à l'année, livrets A dont on ne sait pas vraiment comment utiliser l'argent. Tu as plein de trucs qui tournent sur le fait que ça finance l'armement en France. Et donc, comment on fait pour faire cette relation entre des particuliers qui veulent investir et des mecs qui ont des projets immobiliers qui peuvent être sympas et source de revenus? Donc, je commence dans mes délires, je vais monter un petit fonds d'investissement, je vais faire rentrer de la famille et des amis à l'intérieur. Donc, je commence à structurer ça de la sorte. À un moment donné, je me dis, mais non, mais c'est nul mon truc. Il faut que je le fasse à grande échelle et surtout, il faut que je démocratise au plus grand nombre cet investissement. Et de là me vient l'idée de Brix, qui a une idée toute simple, investir dans l'immobilier à partir de 10 euros. Et pour tout le monde. Et pour tout le monde. Avec l'idée de dire, les deals, donc les opportunités immobilières les plus rentables, sont celles souvent les plus inaccessibles. Parce que dans l'immobilier, c'est comme dans tout secteur, c'est l'offre et la demande. Dans l'immobilier, tu te rends compte qu'un appartement à 200 000 euros, c'est très dur de faire une bonne affaire parce que beaucoup de personnes peuvent se positionner dessus. Quand tu vas acheter une villa de luxe à 2 millions d'euros et que tu as 1 million d'euros supplémentaires de travaux à faire, c'est un package à 3 millions. Tu peux la revendre potentiellement 4 ou 5. Mais avant de pouvoir te positionner sans banque sur une opération à 3 millions, déjà, il y a moins de personnes qui sont présentes sur le marché. Ça ferme un peu le... Donc, ça ferme un peu. Et donc, tu peux avoir des meilleures opportunités et des meilleures rentabilités quand tu es capable de mobiliser une somme d'argent importante. Donc, j'ai rien inventé. C'est assez simple comme façon de voir les choses. Et comment on fait pour avoir suffisamment de cash pour être capable de se positionner sur des opportunités à 3 millions? À l'époque, je regarde un peu ce qui existe sur le marché et tu as pas mal de plateformes de financement participatif qui existent déjà. Certaines qui sont d'ailleurs assez grosses. Et quand je vais sur ces plateformes-là, je me dis, la difficulté de ces plateformes, c'est qu'elles ont une barrière d'entrée qui est assez haute parce qu'il faut investir minimum 1 000 euros sur chaque projet. En finance, on te dit qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, donc il faut diversifier ses placements. Si je veux diversifier et investir sur 10 projets différents pour limiter mon risque d'investissement sur un seul projet, ça veut dire que tout de suite, il faut que j'ai 10 000 euros à investir. 10 000 euros, c'est énorme pour la majorité des Français qui sont dans un quotidien et qui ne gagnent pas des sommes super importantes. Et pour de l'épargne qui va devenir illiquide en plus. Et c'est une épargne qui devient illiquide que tu vas mobiliser pendant 2 ans, 3 ans et que tu ne pourras pas récupérer facilement. Et donc, j'essaye de comprendre la logique derrière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces plateformes-là, elles ont un coût d'acquisition client qui fait que si le client n'investit pas au moins 1 000 euros sur leur plateforme, elles perdent de l'argent. Donc, tous les frais de Google, de publicité pour acquérir leurs clients, il faut que la personne ait investi 1 000 euros pour qu'il soit rentabilisé. Donc, elles se sont dit, on va mettre un minimum à 1 000 euros, comme ça, on rentabilise tout de suite notre client. Et moi, je me suis dit, mais c'est con comme approche, parce qu'en fait, si tu as une expérience utilisateur qui est très agréable et que tu permets à un client de tester ta solution avec 10 euros et que cette personne est satisfaite, il n'y a pas de raison qu'elle ne réinvestisse pas sur plein de projets différents et qu'elle diversifie ses placements. Donc, tu lui permets de commencer avec un tout petit montant, mais progressivement, prends confiance et elle investit des sommes de plus en plus importantes. Donc, je me suis dit, il faut accepter que ce soit nous, la plateforme, qui prenions le risque financier et baisser drastiquement ce coût d'entrée. Donc, déjà, mon idée, c'était de dire investir à partir de 10 euros. Deuxièmement, quand j'étais sur ces plateformes-là, je me rendais compte à quel point c'était compliqué de comprendre d'un point de vue financier quand tu es une personne qui n'a pas ces notions de finance-là. On te parle de coupons, on te parle d'obligations. Va expliquer à ma mère ce qu'est une obligation. Elle s'en fout. Elle te dit, mais ça sert à quoi? Tu sais, c'est un prêt. Ah, pourquoi tu me parles d'obligation? C'est un prêt alors. Et ça me rapporte quoi? C'est la première question. Ça te rapporte des revenus. Ok, très simple. Toutes ces plateformes sont très financières. D'ailleurs, toute la DA, donc la direction artistique de ces plateformes, c'est du noir, du blanc, très épuré. En fait, moi, j'arrive là-dessus, ça me fait peur. C'est premium. C'est premium. Si j'ai pas 50 000 euros à investir, j'ai l'impression que je me sens pas concerné en fait par le service qui m'est offert. Et donc moi,
le truc le plus basique, ça a été de dire on va mettre une couche d'abstraction et on va mettre des briques en place. On va faire de ce qu'on appelle de l'immobilier fractionné. Les gens vont acheter des petits... C'est schématisé, tu vois, mais les gens achètent une brique d'un immeuble. Cette brique-là, c'est toujours la même chose. C'est une obligation de 10 € qui te paye des revenus qui sont mensualisés. Donc, tous les mois, tu reçois des revenus qui vont correspondre à quelques centimes par rapport à ta brique. Mais tu comprends très facilement et ensuite, c'est la même logique pour tous les projets. Et donc, cette abstraction de dire, vous n'achetez pas une obligation ou une action ou que sais-je, vous achetez une brique qui vous rend un pourcentage de rentabilité à l'année et qui va être mensualisé sur tous les mois. Et donc ça a fait le succès de Brix, plus des couleurs un peu flashy, orange pour rappeler la brique, qui font que tout le monde se sent concerné, du mec qui met 10 €, tu vois, notre plus gros investisseur sur la plateforme, il a quasiment 1 million d'euros investis. Donc on arrive quand même à toucher des personnes qui aussi ont des budgets un peu plus importants en termes d'investissement. Je trouve que le modèle de Brix est très ambitieux quand tu le lances. Comment est-ce que tu te dis, je vais réussir à lancer une plateforme où déjà il va falloir que je trouve les projets, parce que dans l'immobilier, il y a beaucoup d'entre-soi, il y a beaucoup de off-market, etc. En tout cas, d'un point de vue extérieur, je trouve. Et il va te falloir beaucoup de membres pour pouvoir lever 3-4 millions, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas sur certains projets. Comment est-ce qu'au début, tu lances ce projet-là et tu te dis, on va y arriver? Dans le business, déjà, tu as deux typologies de business. Ce qu'on appelle le B2C, donc c'est le consumer, c'est les business qui s'adressent à du grand public, et tu as le B2B typé société. On te dit souvent, va sur du B2B parce qu'au moins tu as de la récurrence, c'est des gros groupes, ils sont capables de payer des montants importants. Les consumers, donc les particuliers, ça rapporte rien. Moi, j'adore les particuliers parce que je me dis, j'apporte de la valeur et je change la façon dont les gens consomment. Mais effectivement, la difficulté, et tu l'as dit, c'est que pour réussir à faire des business avec des particuliers, il faut être capable d'aller toucher des centaines de milliers de personnes. Donc, il faut avoir une communication et un marketing qui est adressé vers ces personnes-là. Et donc, moi, c'est ma force parce que quand je vois mes concurrents, et c'est pas du tout dénigrant ce que je vais dire, mais ils sont en costard-cravate et ils vont, de par l'apparence et leur look, toucher un public qui est très parisien, aisé. Et donc, moi, j'ai une capacité à communiquer avec le grand public parce que je viens de cet univers-là qui est plus modeste et qui est la France de la ruralité, pour le faire de manière simple. Les principaux de nos clients ne sont pas forcément à Paris. Et en plus, on va communiquer avec une population qui est très jeune. On a beaucoup de jeunes qui ont moins de 30 ans. Ce que les plateformes n'ont jamais fait parce que ces jeunes-là, normalement, ils n'ont pas les budgets pour investir. Ils n'ont pas 1 000 € par mois à investir. Et effectivement, tu l'as bien dit, c'était notre principal challenge. C'était arriver à faire en sorte. Et d'ailleurs, personne n'y croyait qu'on arriverait à avoir 400 000 membres, qu'on arriverait à financer aussi vite, qu'on arriverait à avoir plus de 20 000 investisseurs sur certaines de nos collectes. Parce que c'est très dur à faire et il faut entretenir ça quotidiennement. Moi, quasiment tous les mois, je suis avec des lives à expliquer à ma communauté ce qu'on est en train de faire, ce qu'on développe pour eux. Donc, il faut avoir ce discours très pédagogique. Et surtout, il faut accepter que la relation n'est pas la même que dans un business où tu es avec des gros investisseurs. C'est-à-dire que quand tu as des gros investisseurs, tu fais de la relation investisseur. Et donc, tu es dans une relation de proximité où tu vas les appeler, où tu vas leur parler de chaque opportunité. Là, on essaye, nous, d'avoir une solution logicielle avec une application mobile où tout est clair et bien expliqué sur l'application mobile au niveau des deals. Mais effectivement, on ne rappelle aucun de nos clients. On a un service clientèle. Si tu as le moindre problème, la moindre question, tu peux nous appeler. Mais moi, je ne suis pas en train de te push un investissement. Jamais je vais t'appeler en te disant « Logan, j'ai un super deal, vas-y, il faut que tu investisses 10 000 € dedans. » Tu n'es pas un conseiller en investissement. On te push les offres d'investissement. Tu investis pas. C'est ta décision. Ces plateformes-là, elles sont dans du push. C'est « Je t'appelle, il y a un nouveau projet qui arrive, vas-y, mets 10 000 € dedans. » Donc, ça rebat les cartes et la dynamique est différente. Mais une fois que tu arrives à structurer ça, tu as un boulevard dans la mesure où la barrière à l'entrée est très haute. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne serait capable de refaire ce qu'on a fait. D'un, parce qu'on était les premiers. Donc tu vois, il y a ce côté premier arrivant qui nous a permis de nous développer très rapidement parce que la concurrence a mis à peu près 1 an pour s'organiser. Et deuxièmement, maintenant, on est dans le paysage, donc ça serait très dur d'arriver à refaire une communauté aussi puissante. Effectivement, moi, j'utilise Brix. Voilà, je te le dis. Et effectivement, il y a cette approche on a l'impression qu'il y a 3 personnes dans l'équipe.
tu sais, c'est très familial. Vous faites des lives pour présenter chaque projet avec le porteur de projet. C'est très... c'est mes amis qui parlent. Vous êtes combien dans l'équipe? Là, on est 20. Voilà, donc c'est quand même... effectivement, tu as bien réussi à garder cette approche pour les particuliers, effectivement. Très... ton oncle qui te parle et qui te dit, là, il y a un super projet, t'investis ou pas, Ouais. comme tu veux. C'est comme tu veux. C'est qu'on n'est vraiment pas à te pusher, à te dire super deal et tout. Et ça, je le ferai jamais. Parce que j'ai pas envie que tu me le reproches derrière. Donc, c'est de manière très factuelle. Je t'explique pourquoi nous, on a sélectionné cette opportunité. Qu'est-ce qu'on a vu dedans. Et après, à toi de te faire ta propre conviction. Et surtout, à chaque fois, je le dis, comme on a eu cette dynamique de cartes, les gens ont l'impression de collectionner des cartes de propriété. Vu que tu peux investir à partir de 10 € et acheter une brique par propriété, tu te retrouves avec des personnes qui ont 60-70 cartes immobilières, donc qui ont investi dans 70 propriétés. Donc c'est génial parce que ça diversifie ton risque sur 70 biens. On va faire peut-être la minute disclaimer, mais nous, à chaque fois qu'on va sécuriser un deal, il y a une hypothèque et effectivement, si l'opérateur qui vient collecter de l'argent sur notre plateforme devait ne pas rembourser le crédit, on va s'occuper de récupérer le bien immobilier. Donc, ton capital est sécurisé par une hypothèque, mais il n'est pas garanti dans la mesure où si le mec ne paye pas, s'il se passe quoi que ce soit, tu prends quand même un risque sur ton capital, même si c'est particulièrement sécurisé avec les sûretés qu'on va mettre derrière, notamment l'hypothèque. Toi, comme tu t'attends à avoir des revenus, si tu as un projet sur 70 qui ne paye pas, en fait, ça ne se voit même pas dans ta rentabilité. Et donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Et je ne sais pas si tu as testé notre nouvelle fonctionnalité de Robo Investor, où tu peux faire quasiment de l'investissement de manière automatisée. Ça fonctionne très, très bien et les gens adorent parce qu'au moins, ils ne passent plus à côté d'une opportunité. C'est je choisis mes critères d'investissement. Je dis que je veux acheter 5 briques dans chaque immeuble qui correspondent à ces critères-là et automatiquement, ça va m'attribuer des briques. J'ai plus qu'à valider le fait que je veux vraiment investir dans ce projet-là. Et tu vois, en l'espace de 2 mois, on a déjà 10 000 personnes qui utilisent la fonctionnalité et c'est assez dingue. Effectivement, ça fonctionne très bien, cette fonctionnalité, puisqu'il y a certains projets, aujourd'hui, l'engouement autour de Brick, c'est assez énorme. Il y a certains projets qui sont presque financés dès l'ouverture par cet investissement automatique. On a des projets, il y a un projet qui a collecté 1,5 million. En automatique. En automatique. Parce que ça répondait aux critères les plus importants pour les investisseurs. C'est exactement ça, ouais. Parce que les critères étaient super intéressants. Donc, et si on revient un peu, moi j'adore ce côté go fast and break things. Il y a plusieurs notions que j'aime bien dans l'entrepreneuriat. C'est go fast and break things. C'est comment je surfe avec la ligne grise au début pour accélérer. En fait, dans l'entrepreneuriat, quand tu as une idée, de toute manière, l'entrepreneur, il dira toujours j'ai eu l'idée, c'est la meilleure idée au monde. Donc, il faut rapidement tester ton idée et voir si elle correspond en termes de proposition de valeur avec le marché. C'est ce qu'on appelle le product market fit. Tester rapidement ton produit pour savoir s'il correspond aux attentes du marché. Et souvent, à un moment donné, tu as envie de jouer avec les législations. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi ça a un intérêt de faire ça ? C'est parce que tu as une deuxième notion qui rentre en compte à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle Blue Ocean Strategy. C'est de se dire, je vais créer un océan bleu. Nous, on a fait de l'immobilier fractionné, on ne fait pas pour moi du financement participatif. Donc, on a créé une nouvelle catégorie d'investissement qui n'existait pas. Et donc, on est sur un océan bleu parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun concurrent sur cet immobilier fractionné. Donc, on était les seuls. Et si tu veux, les gens nous avaient catégorisés dans une nouvelle catégorie. Tu avais du financement participatif, de l'immobilier fractionné. Pour les gens, c'était c'était 2 choses différentes. Et océan bleu, en contradiction avec l'océan rouge, où là, tu as déjà plein d'acteurs qui tirent les prix vers le bas pour se démarquer des concurrents. Et en fait, c'est un océan qui est rouge parce que c'est que des requins qui se bouffent entre eux. Et donc, il y a du sang. Donc, comment je vais vite pour défricher un nouveau marché et me créer tout un nouveau marché qui n'existait pas jusqu'à présent. Moi, quand j'ai eu l'idée de Brix, donc ma volonté, c'est de me dire, c'est dingue, ça peut être énorme, il faut que je teste rapidement l'idée. Comment ? Et il faut que je le fasse à coût réduit. Je contacte un motion designer, donc un gars qui me fait une vidéo en expliquant quel est le concept de Brix. Vous allez acheter des briques à partir de 10 € et vous allez récupérer une fraction des loyers, des revenus tous les mois. Je fais faire cette vidéo et j'étais sur un groupe Facebook qui s'appelle French Startup et qui a 40 000 start-upers sur le groupe. Je poste la vidéo sur le groupe en me disant je vais voir leur retour. Il y a 40 000 personnes potentiellement qui vont être touchées. Et là, il se passe un truc dingue. Dans le week-end, je prends genre entre 200 et 300 messages privés de personnes qui me disent « Waouh, le concept est génial.
Est-ce que tu cherches des investisseurs? Est-ce que tu cherches des cofondateurs? Et je me dis, c'est bon, pour moi, j'ai ma preuve de marché. En tout cas, il y a une vraie appétence et les gens ont trouvé l'idée cool. Par contre, la connerie peut-être que je viens de faire, c'est que je viens de balancer l'idée auprès de 40 000 entrepreneurs qui sont en quête de nouvelles idées et de nouveaux business à monter. Donc là, j'ai qu'une chose à faire, c'est tracer et aller le plus rapidement possible. Et il faut que je mette all-in là-dessus. Et donc, c'est intéressant parce que moi, ça m'a mis une vraie pression sur les épaules pour accélérer rapidement. Je contacte tout de suite des développeurs informatiques en leur disant voici les designs que je veux, voici la première plateforme que je veux pour faire une plateforme très simple. On va lancer, on se met objectif. Donc là, on était en janvier 2021. En avril 2021, je veux qu'il y ait une plateforme qui soit live. C'est très rapide. Un premier MVP. Donc effectivement, très très rapide. J'avais un peu d'argent à titre personnel, donc là je mets tout mon cash sur la table en me disant il faut que j'aille vite. et je contacte l'autorité des marchés financiers parce que quand tu fais ce genre d'activité-là, tu es obligé d'avoir un agrément de plateforme de financement participatif. Et l'autorité des marchés financiers à ce moment-là me dit aucun problème pour vous octroyer un agrément, sauf que l'agrément français est en train d'être transformé en un agrément européen. Il y a une nouvelle législation européenne qui arrive. On fait une bascule et l'agrément européen va être plus sympa parce qu'en fait, ça vous permettra d'aller toucher tous les pays européens d'un coup avec ce nouvel agrément. Par contre, il arrive dans 6 mois en vigueur et il y aura à peu près 1 an de phase d'agrément. Donc là, je leur dis, je me dis à moi-même, vous êtes en train de m'expliquer en fait que mon idée, je vais pouvoir la tester que dans 18 mois, le temps d'avoir l'agrément. Et ça, dans ma tête, ça ne fonctionne pas. Tu vois, je ne peux pas attendre 18 mois. En fait, 18 mois, moi, ça me paraît inconcevable. Je serais passé j'aurais fait 10 idées différentes sous 18 mois. Et donc, comment je fais pour lancer alors qu'il me faut 18 mois pour attendre un agrément? Et pourquoi je ne pouvais pas lancer? Parce qu'en fait, quand tu finances en obligation, c'est un titre financier. Quand tu finances une action, c'est un titre financier. Donc, il faut que tu sois sous l'autorité de tutelle de l'autorité des marchés financiers. Et à ce moment-là, j'ai un truc qui me revient de l'industrie pharmaceutique. Comme quoi les innovations, c'est toujours la connexion de deux mondes ensemble. Tu n'as jamais des innovations complètement de rupture, c'est juste ta capacité à mettre deux milieux qui ne communiquent pas jusqu'à présent en lien. Dans l'industrie pharmaceutique, la boîte dans laquelle j'étais se faisait financer par des contrats de royalties. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait l'industrie pharmaceutique qui leur donnait de l'argent sous forme de royalties. Donc, ils investissaient pas au capital de la boîte. C'était pas un prêt, c'est je te donne de l'argent. Par contre, tu prends l'engagement que s'il y a une innovation, un vaccin qui sort, 20% ou 50% ou peu importe le pourcentage, du chiffre d'affaires va nous être rétrocédé, nous, industrie pharmaceutique. Et ces contrats de royalties qu'on appelle redevances en France reposent donc sur un actif, non pas sur la société, mais reposent sur un projet. Donc j'investis dans un projet en particulier. Ça, c'est le premier point. Et tu le retrouves beaucoup dans l'industrie pharmaceutique et dans la musique. La musique aussi, il y a des royalties. C'est que moi, je vais te donner, tu es un artiste, je te donne de l'argent pour développer ton album. Si l'album fonctionne, tu vas me rendre 50% des revenus qui sont liés à l'album. Mais tu vois, je n'ai pas de droit sur l'artiste en lui-même, mais c'est juste sur un projet qui est lié à l'artiste. Et je me dis, est-ce que ce contrat de royalties ne pourrait pas fonctionner sur de l'immobilier? Si les gens me prêtent de l'argent pour que, plutôt, c'est pas un prêt, si les gens me donnent de l'argent pour que j'achète un immeuble et que moi, en achetant cet immeuble, je m'engage à leur reverser 100% des loyers qui vont être générés par cet immeuble et 100% de la valeur à la revente de l'immeuble. Juridiquement, l'immeuble m'appartient toujours. Ils ne m'ont pas prêté d'argent, ils ne sont pas actionnaires de la société, mais je me suis engagé à leur rétrocéder 100% des flux financiers qui allaient émaner. Donc philosophiquement, même s'ils ne sont pas propriétaires, la dynamique est exactement la même. Et donc me voilà parti. Alors je vais voir des cabinets d'avocats qui me disent tous c'est complètement pété ton truc, ça ne peut pas fonctionner, il faut de la propriété intellectuelle pour qu'il y ait des royalties. Donc j'en fais 2 comme ça et qui me disent arrête Cédric. Mais moi j'y croyais tellement à mon truc jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me dise bah ouais, en vrai, c'est intelligent. Ça fonctionne. Ça fonctionne. On va juste t'aider à restructurer ton contrat, mais ça fonctionne. Et donc, je pars avec ce contrat de royalties qui a été une vraie innovation juridique. Et d'ailleurs, toutes les plateformes et tous les avocats se sont emparés du truc pour le développer sur d'autres sous-jacents. D'ailleurs, je trouve que je n'ai pas été mis en avant à ma juste valeur sur cette innovation. Et donc, je commence à financer des premiers immeubles sous royalties. Les royalties, pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est comme c'est pas un prêt, comme c'est juste un don d'argent, ce n'est pas considéré comme un titre financier. Dans le droit français, c'est un contrat de droit commun. Donc pas d'agrément. Donc pas d'agrément, pas d'autorité de tutelle. Tu dois respecter quelques lois, mais liées au code de la consommation, notamment un délai de rétractation de 14 jours. Mais si tu veux, c'est très très souple.
Et donc, je commence à lancer mes premiers financements avec ce contrat de royalties. Donc, on est plutôt dans une zone grise. Donc là, juste pour comprendre, c'est toi qui achètes les biens. Et donc là, la première année, c'est moi qui achète les biens. C'est moi qui les exploite avec ma propre équipe. Et je reverse les revenus tous les mois aux investisseurs qui possèdent des briques. Ok. Et donc, on a, la première année, acheté 50 millions d'euros d'immeubles sur ce modèle-là. Donc de la gestion. Donc de la gestion. C'est allé très vite. La première année, on est passé d'avril à moi seul dans la boîte. Décembre, on était 30. Donc hyper croissance quand même. Hyper croissance, de 30 ou 35, c'était incroyable. On avait des financements qui s'effectuaient en 10 secondes pour plusieurs millions d'euros. Si bien qu'il y a M6 qui nous contacte, on a vu votre truc, on veut faire un épisode sur Capital. Donc en janvier, on passe sur Capital en janvier 2022. La boîte, elle n'a pas un an. Moi, j'ai lancé en avril. Janvier suivant, on est sur Capital. Et là, dans le mois, on prend 60 000 inscrits sur la plateforme. Et tous veulent investir avec ce modèle. Et moi, je me dis, en fait, ça paraît tellement ouf, la réponse à un besoin du marché qu'il faut qu'on développe à l'international. Donc, pour développer à l'international, il faut qu'on muscle les capitaux propres de la société. Il faut qu'on aille lever de l'argent et faire rentrer de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels, donc auprès de fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, à ce moment-là, me disent, la boîte est trop jeune, tu n'as pas d'agrément auprès de l'AMF, tu es sur une zone grise, ça nous fait très peur. Et deuxièmement, tu n'as pas encore prouvé ta capacité à scale, donc ta capacité à passer à l'échelle. Là, tu as collecté 50 millions, mais nous, on veut voir si c'est durable parce que tu as quand même une équipe à staffer pour faire toute la gestion des immeubles derrière. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je leur donne raison, ils n'avaient pas tort. C'était très, très dur à exécuter. Aucun fonds d'investissement décide d'investir dans la boîte à ce moment-là. À côté de ça, moi, toutes les personnes qui investissaient avaient une expérience utilisateur qui était très bonne. Et donc, les particuliers eux-mêmes me disent on veut investir au capital de la boîte. Et donc, moi, je me dis on va faire une levée de fonds communautaire. Et cette levée de fonds communautaire, on a déjà nos investisseurs, ils connaissent déjà notre contrat de royalties. On va faire un contrat de royalties adossé à des actions d'une société. C'était jamais vu, non plus. Ouais, comme d'habitude. Donc, c'était très innovant. On monte le truc en un mois avec mon équipe. On s'apprête à collecter 5 millions d'euros. Donc, on se dit, on veut collecter 5 millions d'euros. Dingue. Les gens étaient obligés d'ouvrir un compte sur notre plateforme, de mettre de l'argent sur un portefeuille électronique et d'avoir déjà l'argent pour pouvoir investir le jour J quand on allait ouvrir. Je crois qu'on ouvre la collecte un jeudi, donc les gens avaient déjà provisionné cet argent. Et nous, on voit l'argent arriver. 5 millions, 6 millions, 7 millions, 8 millions. Avant le jour de la collecte, il y avait 10 millions d'euros sur les portefeuilles. Donc on se dit, en fait, on va faire des frustrés parce qu'on ne peut pas collecter que 5 millions alors qu'on a déjà 10 millions d'intentions d'investissement. On ouvre la collecte, en 5 secondes, on collecte les 5 millions. Tout le monde voulait rentrer au capital de Brix à ce moment-là. Et donc on dit, non, mais vous inquiétez pas, on élargit la collecte à 20 millions d'euros et on a mis 10 jours pour atteindre 20 millions d'euros. Et à la fin des 10 jours, ça devait être une fête. Tu vois, ça s'était jamais vu. Déjà, c'était un record mondial. Aucun site internet, aucune start-up, ni même boîte n'avait réussi à collecter 20 millions d'euros en si peu de temps, 5 millions d'euros en 5 secondes. C'était juste incroyable. Sur ta propre plateforme, Sur ma propre plateforme. Ça, c'est dingue. Il y a énormément de boîtes qui lèvent sur des plateformes spécialisées dans la levée de fonds avec des particuliers. Là, c'est toi-même qui lèves pour ta boîte. Moi, j'ai des plateformes qui m'ont contacté. Je leur ai dit, mais pourquoi j'irai vous donner ma base utilisateur alors que moi, j'ai ma plateforme pour collecter? Non, je le fais sur ma plateforme. Le dernier jour, donc ça doit être un jour de fête. On vient de lever 20 millions. On est à l'abri du besoin en termes de développement pour les 5 prochaines années. Et on va communiquer. Et là, je reçois un appel de l'autorité des marchés financiers qui me dit... cellule de crise chez eux, et de manière complètement légitime, ils me disent « mais qu'est-ce que t'as branlé, quoi ?» Alors, en d'autres termes, mais donc au travers de mes avocats aussi, c'est quoi ce bordel? Vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous collectez 20 millions d'euros avec un contrat de royalties, on ne sait pas d'où ça sort. On a l'intégralité des concurrents qui, de manière légitime, nous envoient des mails à rallonge de doléances. Toutes les sociétés de gestion disent « c'est quoi ce bordel ?» Parce que nous, on a des agréments qui sont ultra durs, etc. Et vous allez collecter 20 millions d'euros sans nous faire tamponner quoi que ce soit avec un contrat de royalties. Mais ça n'existe pas. Là, il y a 2 solutions. Solution numéro 1, le dossier il part devant un procureur de la République demain et c'est un juge qui va trancher du bien fondé du contrat de royalties et qui déterminera si oui ou non c'est un titre financier ou pas. Ou alors vous avez la possibilité de vous remettre en conformité,
de nous faire valider l'intégralité des termes de cette levée de fonds. Par contre, on ne peut pas vous laisser garder 20 millions d'euros parce que 20 millions d'euros, ça ne rentre pas dans nos cases. Donc là, par rapport à ce qu'on voit entre les investisseurs non avertis et les investisseurs avertis, il y a 13 millions, entre 11 et 13 millions qui peuvent être conservés. Et donc, on s'est retrouvé à rembourser plus de 7 millions d'euros aux investisseurs. Donc déjà, là, il y a encore un truc qui est encore dingue. Tu viens de collecter 20 millions en 10 jours, tu te retrouves à reverser 7 millions d'euros en disant « Non, finalement, on ne veut pas de votre argent. » Il n'y a aucune startup qui fait ça. Sans compter les utilisateurs déçus. Déçus, frustrés. Et ça va plus loin, c'est que à l'époque, l'AMF n'est pas mon autorité de tutelle, ce qu'ils sont maintenant. Donc, ils n'ont pas réellement de canal de communication légal avec moi. Donc, ils me disent « Demain, on veut que tu envoies un communiqué de presse à l'intégralité du marché pour dire que la levée de fonds est annulée, elle n'est pas conforme et tu reconnais qu'elle n'est pas conforme. Et tu n'as pas le droit de préciser qu'on a eu des discussions ensemble. » Donc, il y a un truc complètement schizophrène où moi, je m'exécute parce que j'ai retenu une chose de mes précédents combats avec l'ordre des pharmaciens à l'époque de Mille et une pharmacies, c'est qu'il ne faut jamais aller en frontal avec une instance française. Tu sais que tu vas perdre. À tous les coups. Même si tu gagnes, tu vas perdre du temps, de l'énergie, et en fait, tu vas te les mettre à dos sur les 10 prochaines années. Donc moi, ce que je leur dis à l'époque, c'est, écoutez, ma volonté, c'est juste de démocratiser l'investissement immobilier à partir de 10 euros. Je viens de prouver une chose, je viens de prouver que les gens y croient réellement et sont capables d'investir en capital de ma boîte parce qu'ils sont convaincus par la proposition de valeur. Je ne suis pas sur une île déserte, je n'ai pas l'intention de partir avec le cash, je suis là sur les 10-15 prochaines années. Vous inquiétez pas, on va bosser main dans la main et je vais tout faire pour me mettre en ordre de bataille dès demain et faire en sorte que vous ayez le dossier le plus complet pour vous prouver qu'on sait être carré et bien faire les choses. Donc ils m'ont dit OK. Donc moi j'envoie ce communiqué pour dire ma levée de fonds n'est pas conforme. Donc la majorité des investisseurs me disent mais attends, c'est quoi ce truc? On vient d'investir de l'argent dans une boîte qui n'est pas conforme, on marche sur la tête. Donc moi j'étais sur un fil et tu vois, des fois l'entrepreneur il est vraiment sur une ligne de crête. Et moi ce soir-là j'avais l'impression que tu flips the coin, tu envoies la pièce en l'air, ça retombe sur pile ou sur face. D'un côté tu tombes, de l'autre côté tu vis. Tu es dans un paradoxe à ce moment-là. Je suis dans un paradoxe. Et là la difficulté c'est que je dois rassurer l'AMF sur ma bonne volonté de faire avec eux. Je dois rassurer mes équipes qui sont en flip grave de se dire waouh, qu'est-ce qui va advenir de la boîte et est-ce que le mec il est pas taré? Et je dois rassurer 11 000 investisseurs qui viennent de me faire confiance. Et donc là, si à un moment donné tu doutes, t'es foutu. Il n'y a pas le droit au doute. Il faut que tu gardes le cap. Il faut garder le cap. Et là, je me suis dit, mais en fait, il est simple à garder le cap. J'ai 11 000 gars qui viennent de me faire confiance en mettant 20 millions dans la boîte. Moi, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour complètement démocratiser et disrupter un secteur. Allez, c'est pas grave. On baisse la tête, on se remet en mode exécution, les mains dans le cambouis et on va délivrer. On met 4 mois pour réorganiser cette levée de fonds et faire en sorte que la levée de fonds soit acceptée. On a Tony Parker qui rentre avec nous au capital, tu vois, donc ça envoie des bons signaux qui ont permis de réassurer à ce moment-là. Une fois la levée de fonds en conformité, septembre 2022, bam, nouveau coup près qui nous tombe. L'AMF dit, bon, maintenant que la levée de fonds elle est en conformité, vous m'arrêtez votre business en royalties sur l'immobilier et vous arrêtez l'activité jusqu'à ce que vous ayez votre agrément européen parce que maintenant, il est dispo, l'agrément européen. Donc, ils me disent, t'arrêtes le business pendant 1 an. Parce qu'en fait, c'était ça, hein, il nous fallait 1 an. Alors, moi, je leur dis, mais non, mais ça serait cool quand même qu'on puisse continuer cette activité le temps qu'on ait notre agrément. Non, vous arrêtez. Et donc là, de nouveau, il faut que j'explique à mes investisseurs qui m'ont fait confiance que merci de m'avoir donné du cash parce que ça me permet de tenir pendant ce moment-là avec les employés. Mais il n'y a plus de chiffre d'affaires. Et la boîte va perdre beaucoup de cash sur l'année qui vient parce qu'en fait, on dépense uniquement des charges de personnel et l'activité doit être à l'arrêt. Là, je ne peux pas te dire tout ce qui s'est passé parce J'imagine. que les employés en flip total, la presse sur les Échos, sur le Figaro, tout le monde disait ça y est, c'est la fin de Brix dans la tempête avec son contrat de royalties. Les concurrents qui, toutes les semaines, faisaient un post pour dire que jamais on se relèverait de ça, jamais on aurait notre agrément. Donc là, tu vas mettre la boîte en pause pendant combien de temps? Donc on met la boîte en pause pendant 10 mois. Pendant 10 mois au total, boîte en pause. Et tu viens de lever 13 millions. Et je viens de lever 13 millions. Je viens de lever 13 millions, ça me coûte très cher de frais d'avocat pour tout remettre au carré. Je suis obligé de faire un plan de licenciement économique. Il y a 60% de l'effectif qui sort, donc très, 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 très dur. Moi, première fois de ma vie que je fais ça.
Je le vis très mal et je suis obligé de faire ça pour préserver les liquidités, la trésorerie de la société. Parce que je ne sais pas à quel moment on va redémarrer. Je ne sais pas si on va redémarrer de manière suffisamment véloce. Ouais, bien sûr. Donc, on est passé de 45 employés au prime, au maximum, à moins de 20. Donc pas simple d'un point de vue managérial. Et en plus, tu vois, j'étais seul vu que j'ai pas d'associé. On redémarre en juillet 2023. Et là, ça a été très long. Parce qu'en fait, le temps de réinstaurer la confiance, le temps de réexpliquer que au-delà de redémarrer, tu changes de modèle. Parce qu'avec notre nouvel agrément, on achetait nous-mêmes les immeubles. Ce qu'on n'a plus le droit de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a dû se transformer en une plateforme qui met en relation des opérateurs qui achètent de l'immobilier avec des investisseurs. Donc, il y a un nouveau modèle à expliquer. D'ailleurs, qui je trouve, est bien plus positif, dans la mesure où nous, ça nous permet de nous focaliser sur la techno et sur le fait de créer une plateforme qui est super en termes d'expérience utilisateur. Et après, il y a des spécialistes qui sont des opérateurs immobiliers qui font très bien leur boulot et leur job et qui vont être spécialisés là-dessus. Donc nous, on va mettre en relation avec des opérateurs immobiliers qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience dans ce métier-là. Tu passes moins de temps sur la gestion de tes propres biens. On fait plus de gestion de biens sur ces nouvelles opérations. Et donc, ça permet d'être focalisé. Et tu vois, c'était un peu l'ambivalence qu'on avait. Est-ce qu'on était une PropTech ou une FinTech? Est-ce qu'on faisait de l'immobilier ou est-ce qu'on faisait de la finance? Là, maintenant, ça y est, on est une FinTech, on fait que de la finance. Et il y a des spécialistes qu'on finance qui font de l'immobilier. Vouloir faire toute la chaîne de valeur dès le début, c'était un truc très casse-gueule si on avait voulu croître rapidement. Et donc, on redémarre 2023. Là, c'est pareil. Ça va bon train, tous ceux qui nous critiquent sur YouTube. Et moi, j'ai toujours dit à mes équipes, arrêtez de le voir d'un mauvais œil. Parce qu'en fait, le pire, ça serait que personne ne parle de Brix. Quand tu regardes tous les avis sur Internet, c'est méga clivant. C'est soit tu adores Brix, soit tu détestes Brix parce que tu dis « Ah bah non, c'est trop simplé, c'est trop simpliste ». Et donc, sur YouTube, on a des personnes qui nous idolâtrent et on a des personnes qui nous défoncent. Mais c'est le cas de Airbnb, c'est le cas d'Uber, c'est le cas de toutes les... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, tu es en train de changer la façon dont les gens voient les choses. Et il y a un côté qui est très satisfaisant, qui est de dire les gens ne nous ignorent pas, les gens savent qu'on est là. Tu vois, la pire des choses, ça serait que personne ne parle de notre boîte. Et là, on a eu des personnes qui faisaient des dizaines et des dizaines de milliers de vues sur YouTube en disant Brix, c'est de la merde. Et finalement, moi, j'étais en train de dire à mes équipes, ne le prenez pas pour vous. En fait, c'est super que les gens consacrent autant de temps à faire toute l'analyse de notre business, parce que soit on juge que c'est pertinent et on a l'humilité de dire, bah, ok, ouais, son analyse, elle est bonne, et mea culpa, on va s'améliorer et faire mieux. Soit on juge que c'est complètement non pertinent. Et en fait, ça nous aura fait de la visibilité. Et donc, moi, à chaque fois dans ces moments-là, je dis, je prends le bon, je laisse le mauvais de côté. Mais à chaque fois, je réponds en disant, merci, ton analyse est très pertinente. Je peux te garantir une chose, c'est qu'on a bien pris en compte tes feedbacks et on va s'améliorer parce que nous, on a une volonté chez Brix, c'est de faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Donc, si tu juges, toi, que c'est mal conçu, c'est mal expliqué, ok, on va s'améliorer là-dessus. Ou alors, ok, je t'explique pourquoi on ne l'a pas fait comme ça, mais effectivement, on avait pris cette option en considération dans nos choix et on a décidé de ne pas la retenir. Et cette humilité que j'ai eue à chaque fois et que mes équipes ont eue, je pense, a fait la différence. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas les sachants. Nous, on s'améliore en marchant, en faisant des erreurs. C'est juste qu'il ne faut pas les reproduire, les erreurs. Il faut être capable d'apprendre de ces erreurs pour faire mieux à chaque fois. Et dans la finalité, tu penses qu'aujourd'hui, le modèle, ça y est, c'est vous êtes concentré sur, comme tu dis, développer la plateforme, la gestion de la plateforme. Les projets sont portés par des marchands de biens, des professionnels de l'immobilier. Finalement, vous y gagnez aussi, puisque voilà, aujourd'hui, chacun est à sa place et ça fonctionne très très bien en plus. Ça fonctionne très très bien. J'ai pas réinventé le modèle, si ce n'est que en fait, tu as une couche de design par-dessus. Nous, notre grosse force, c'est de nous considérer comme une boîte technologique et non pas comme une boîte financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 20 personnes qui composent l'équipe, il y en a 10, c'est des développeurs informatiques actuellement chez Brix. Et on a essayé de limiter au maximum toutes les personnes qui sont en back-office et qui sont à l'analyse de dossier. Ça ne veut pas dire qu'on bâcle l'analyse de dossier, ça veut dire que quand tu fais une analyse de dossier, tu as 30% d'analyse, 70% de back-office, de gestion administrative. Mes développeurs, ils passent leur journée à faire en sorte que ces 70% de temps que l'analyste passe sur de la gestion administrative soit complètement automatisé. Donc, on a une machine de guerre
en termes de techno, on a décidé d'investir tout de suite sur nos propres outils en les construisant en interne pour que tout soit automatisé. Ce qui fait que mes analystes se concentrent uniquement sur ce sur quoi ils ont de la valeur. Ça permet une chose, ça permet d'avoir un nombre de personnes en administratif qui est très réduit. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je ne veux surtout pas, c'est avoir ce qu'on appelle un people business. C'est-à-dire que plus ton activité grossit, et plus tu es obligé de mettre de manière, avec des ratios de manière très rationnelle, des personnes en face. C'est-à-dire que si je fais 1 million de volume d'affaires, il faut que j'ai un analyste. Si j'en fais 10, il faut que j'ai 5 analystes. Si j'en fais 20, il faut que j'ai... Et en fait, ça ne scale pas. Tu ne peux pas passer à l'échelle parce qu'en fait, tu es obligé toujours de mettre plus de personnes. Et pire, tu te retrouves dans un modèle où tu as des coûts fixes, donc des charges de personnel et de collaborateurs qui augmentent. Et si d'un coup, pour X ou Y raison, ton activité ralentit, ça te met en grosse difficulté. Et ça a été le modèle des plateformes concurrentes jusqu'à présent. Elles ont préféré partir sur ce qu'on appelle des CMS, donc des solutions clés en main qui ne sont pas trop modulables. Donc elles te permettent d'investir, mais elles ne te permettent pas de rajouter des fonctionnalités. C'est des sociétés qui n'ont pas investi dans la techno et donc qui se retrouvent avec 50-80 collaborateurs pour faire exactement ce qu'on fait la même chose, nous, à 20. Et donc, c'est la force du modèle qu'on a d'avoir pu dire très tôt, OK, on a fait une levée de fonds qui était une levée de fonds conséquente. Cet argent-là va permettre d'investir dans la techno. Quand tu te relances en 2023, le marché de l'immobilier, à ce moment-là, c'est un peu compliqué. Tu lis partout dans les médias, le taux des prêts explose, le marché va s'effondrer. Voilà, tu as le discours un peu chaotique. Est-ce que tu le prends en compte au moment où vous repartez ? En fait, j'essaye de ne pas me faire polluer par ces éléments qui sont exogènes, tu vois, qui sont extérieurs. Parce que tant que tu n'as pas lancé ton activité, je ne veux pas que ça soit une excuse pour me dire que je n'ai pas de clients, etc., etc. Et je déteste les personnes qui regardent et qui disent « Ah non, mais ça, on ne va pas y arriver parce qu'il y a un contexte économique. » Au contraire, les entrepreneurs qui sont les entrepreneurs les plus brillants, c'est toujours dans ces contextes de galère économique que leur boîte a explosé. Donc moi, je ne me le dis pas. Nous, on se rend compte que ces contextes compliqués où les banques n'accompagnent plus nous mettent le vent dans le dos parce qu'en fait, tous ceux qui n'arrivent pas à se faire financer par la banque cherchent des financements qui sont des financements alternatifs et viennent et nous contactent. De plus en plus, les banques qui ont un logiciel très spécifique d'analyse de dossiers ne financent plus du tout une partie de l'économie parce qu'il y a des nouvelles habitudes de travail, de consommation. Encore hier, tu vois, je me retrouve avec une femme au téléphone qui m'explique qu'elle a tout quitté, elle a quitté son job, elle a 300 000 euros d'apport et elle a trouvé une maison avec des chambres d'hôtes qu'elle va développer, donc 8 chambres d'hôtes qu'elle va mettre en place. La maison coûte 450 000 euros. Donc elle a besoin de 150 000 euros, elle apporte 300 000. Et donc moi, je lui dis, mais bien sûr que je vais te financer. Tu es en train de m'expliquer que je te prête 150 000 euros et que c'est OK pour que je prenne une hypothèque sur ta maison qui en vaut 450. Maison que tu vas en partie rénover en plus, pour laquelle tu vas développer un fonds de commerce parce que tu vas créer une activité. Donc, potentiellement, c'est un projet qui en vaudra 600. Donc, moi, je te prête 150 000 avec une perspective de valorisation de ta maison à 600. Bien sûr que je sais que tu vas te lever le matin. Tu n'as trop à perdre de te mettre, de ne pas me rembourser parce que tu vas te mettre toi-même en galère et tu vas potentiellement perdre tout l'apport que tu as mis une vie à construire. Donc, moi, il n'y a pas de sujet. Je dis, par contre, le vrai sujet, c'est pourquoi aucune banque ne t'accompagne. Parce qu'en fait, moi, je vais être 2 fois plus cher qu'une banque traditionnelle en termes de coût réel du crédit. Va voir une banque. Elle me dit, non, mais Cédric, j'ai fait le tour de toutes les banques. Il y a 2 raisons pour lesquelles les banques ne m'accompagnent pas. Premièrement, ce n'était pas du tout mon activité professionnelle initiale. Je n'ai pas fait ça pendant toute ma vie. Donc, les banques se posent la question de savoir si je suis capable de gérer 8 chambres en exploitation. Et deuxièmement, elles me disent que je viens de quitter mon CDI. Et donc là, j'ai plus de CDI. Et malgré le fait que je leur explique qu'en fait, je suis en train de me recréer mon activité, j'ai aucune banque qui veut m'accompagner. Donc, ce que je te demande, c'est une sorte de crédit relais pendant 3 ans, 5 ans, le temps que je prouve aux banques que je suis capable de faire et que mon activité tourne. Et après, je viendrai refinancer ton argent via la plateforme Brix, via un refinancement bancaire. Et si tu veux, des projets comme ça, j'en ai tous les jours. Et moi, je trouve que c'est une aberration qu'une banque ne soit pas capable d'accompagner un projet comme ça. Alors que le risque, il n'est pas côté bancaire, il est vraiment pour cette femme qui porte ce projet-là. Elle prend le risque de mettre toutes ses économies d'une vie. C'est ultra courageux de sa part. Et je ne la vois pas du tout faire un burn-out et ne pas se lever le matin pour gérer son truc. C'est surtout elle qui risque de perdre 300 000 euros, parce qu'avec l'hypothèque, finalement, tu es pratiquement assuré de te rembourser si jamais... Ah mais moi, je suis assuré de me rembourser.
le bien, il va pas, tu vois, la valeur du bien qui est acheté à 450 000, elle ne peut pas tomber en dessous de 150. Donc, moi, la seule difficulté, s'il a décidé de ne plus me rembourser, c'est qu'il faut que j'active l'hypothèque. Donc, ça veut dire que tu passes devant un juge, ça veut dire qu'il y a 12 mois avant de récupérer le bien immobilier, mais il y a zéro sujet de perte en capital sur un deal comme ça. Tu penses que des plateformes comme toi, vous allez changer le fonctionnement du financement par les banques, peut-être un peu tuer le système bancaire actuel et rebattre un peu les règles? Je ne pense pas qu'on va tuer les banques, parce que les banques, à partir du moment où tu as un agrément bancaire, il y a de la magie dans les banques, c'est que tu peux prêter de l'argent qui ne t'appartient pas quand tu es une banque. La banque, le principe de la licence bancaire, c'est de la création monétaire. La création monétaire, quand on te dit il y a du quantitative easing, donc la création monétaire se fait par la création de l'octroi de prêts. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu technique, mais en fait, comment ça se fait? C'est on crée de manière virtuelle de l'argent. Donc, si tu veux un crédit de 100 000 euros, j'ai pas, moi, en tant que banque, c'est 100 000 euros. Donc, je rajoute 100 000 euros de manière virtuelle, je te les prête. Comme ces 100 000 euros, tu vas me les rembourser. À chaque fois que tu me les rembourses, je les supprime, je les efface. Et moi, mon risque en tant que banque, c'est juste de me dire que, par contre, à un moment donné, il faut les effacer. Je les ai créés, il faut les effacer. Si à un moment donné, Logan ne me rembourse pas, c'est moi qui porte la responsabilité de mettre tout ce que Logan n'avait pas remboursé pour effacer ces 100 000 euros. C'est moi qui vais devoir les mettre en tant que banque. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme les banques, elles prêtent, on est encore sur de la diversification, elles prêtent à beaucoup de personnes. Les banques se disent, il va y avoir 1%, 2% des prêts que je vais octroyer qui vont être en défaut. Donc, j'ai besoin d'avoir des ratios prudentiels. Donc, j'ai besoin d'avoir des fonds propres en tant que banque. Et les banques peuvent émettre de l'argent frais à hauteur de 10 fois les réserves de trésor qu'elles ont. Donc, c'est un modèle qui est magique, le modèle de la banque, parce que tu gagnes des intérêts sur de l'argent que tu crées de manière complètement virtuelle. C'est la raison pour laquelle les banques, effectivement, vont devoir se réadapter parce qu'il y a trop de frais fixes, il y a trop de collaborateurs dans le réseau bancaire. Avant que les startups arrivent à complètement disrupter et faire mal au monopole bancaire, il va se passer quand même quelques années. Par contre, moi, ce que j'adorerais, c'est qu'on permette aux banques de reconsidérer la façon dont sont étudiés les dossiers de financement. Tu vois, pour moi, c'est pas normal qu'un freelance qui a une activité en informatique aujourd'hui ne puisse pas se faire financer et doive présenter 3 bilans. Ok, il n'est pas en CDI, mais on sait qu'il y a une pénurie d'informaticiens sur le marché. Donc l'informaticien qui se met en freelance, qui touche dès le premier mois 10 000 euros de contrat de prestation de service, tu dois lui prêter de l'argent. Parce qu'en fait, s'il arrête avec l'employeur A, le lendemain, il retrouve une entreprise B qui va accepter de lui confier des missions de consulting. Donc ce type de profils-là, qui sont peut-être des profils très particuliers, tu dois leur prêter de l'argent. Il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus. Et donc ça ne rentre pas dans le modèle bancaire. Et nous, on a plein de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent je suis consultant informatique, est-ce que tu peux me prêter pour acheter mes bureaux, pour acheter de l'immobilier? Et on dit bien sûr. Bien sûr, parce que nous, on sait que quoi qu'il se passe, tu auras toujours du boulot. C'est vrai que les banques sont un peu bloquées aujourd'hui par le CDI. C'est le Graal finalement pour elles. C'est le Graal et pourtant c'est complètement con dans la mesure où tu peux être en CDI et quitter ton job le lendemain. Donc, il y en a qui le font. Il y en a plein qui le font. Mais non, mais tu te retrouves à avoir des aberrations et c'est là, je te dis, il faut raconter des belles histoires à ton banquier ou dit autrement, il faut mentir à ton banquier. Le nombre de personnes qui se mettent en CDI juste pour avoir un financement bancaire et qui quittent leur boîte un mois plus tard, c'est pas marginal. Tu as quand même pas mal de personnes qui sont dans ce raisonnement-là, juste de dire il faut que j'aille chercher ma capacité d'endettement max ou d'enrichissement max, ça dépend comment on voit les choses. Et donc, le CDI ne vient rien sécuriser pour un banquier. Ouais, de toute façon, dans l'immobilier, tu as même ceux qui disent je vais acheter ma résidence principale, ils ont envie de faire du locatif. Je prends un CDI, j'attends la période d'essai, j'emprunte, je quitte. Est-ce que les banques vous aiment bien aujourd'hui ? Je ne sais pas si elles nous aiment bien. En tout cas, si tu veux, il n'y a pas de grief à notre rencontre, si ce n'est qu'aujourd'hui, les banques refusent de co-investir à côté du crowdfunding. Ça donne une indication quand même. Donc ça donne une indication. Il n'y a aucune banque qui veut co-investir avec une plateforme d'investissement participative à ses côtés. D'ailleurs, ils mettent même dans leur contrat, nous, les gars qui nous contactent, il y a clairement marqué on vous interdit de faire un co-invest avec du crowdfunding. Ça n'empêche pas qu'il y ait certains opérateurs qui le fassent.
parce que la banque n'en sait rien, mais en tout cas, c'est clairement indiqué que tu n'as pas le droit de le faire sur ton contrat. Donc, ça donne une indication. Récemment, Tony Parker a rejoint l'aventure Brix. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement l'histoire, comment ça s'est fait? Vous avez même financé l'un de ses projets sur la plateforme? Ouais, déjà, ce qui est très cool, c'est que, avant de parler de Tony Parker, Tony, effectivement, a financé 1 million d'euros pour la rénovation d'un vignoble avec un château qui s'appelle le Château Saint-Laurent. Il est allé voir sa banque en in fine, donc avec un remboursement du capital à la fin, lui proposait un taux d'intérêt à 6%. On a réussi à lui collecter cet argent à 7%. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en finançant, il y a 4000 investisseurs qui sont rentrés, en finançant avec 4000 investisseurs, son Château Saint-Laurent, en plus du fait qu'on ait envoyé un mail à une base de 400 000 personnes, son Château Saint-Laurent a eu une visibilité qu'il n'aurait pas eu avec une campagne marketing qui lui a coûté finalement 10 000 euros de plus que s'il s'était fait financer avec la banque. Sans parler du fait qu'il a eu 150 publications presse qui ont parlé de son château à ce moment-là. Et donc on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a un vrai intérêt pour des célébrités. D'un, en termes de visibilité dans les médias. Tu vois, ça fait passer une célébrité pour un businessman. Et deuxièmement, ça permet d'engager sa communauté. C'est que les personnes qui ont investi dans le château ont acheté à peu près 20 000 euros de bouteilles de vin à la suite de ça. Donc ça génère du business, ça génère de l'engagement chez ces personnes qui, au-delà des 200 euros en moyenne investis dans le projet, vont avoir une appétence à consommer, en tout cas autour du projet. Donc ça marche aussi dans les chambres d'hôtes qu'on finance, etc. Tu as envie d'aller dans la chambre d'hôte dans laquelle tu as mis un peu d'argent. Il y a un cercle vertueux qui se crée. Donc on essaye de bosser avec ces célébrités-là. On vient de faire un projet avec David Douillet aussi. On en a d'autres dans le pipe avec des gens assez célèbres. Et on trouve que c'est très sympa parce que ça fait de la connexion avec nos investisseurs. Par rapport à Tony Parker et comment ça s'est fait avec lui pour qu'il investisse au capital de Brix, moi je voulais absolument qu'on ait une égérie qui crée de la confiance et qui surtout incarne les valeurs que moi j'ai à titre personnel et qu'on veut avoir au niveau de Brix. Les valeurs, c'est lesquelles? C'est de l'humilité, de l'abnégation, tu vois, d'une sorte de résilience qui fait que, en fait, quand tu épargnes sur notre plateforme et que tu te crées un capital, il y a une sorte de résilience, c'est-à-dire que tu acceptes de placer de l'argent que tu ne vas pas utiliser tout de suite pour le faire fructifier et pour avoir un capital plus tard qui va te permettre d'accéder à certains projets de vie. Et Tony Parker qui s'est construit par lui-même, qui est allé aux États-Unis, qui a brillé aux États-Unis avec ce rêve américain, pour moi, incarner tout ça. Et en plus, Tony a la capacité de parler à toutes les générations. Tu as 18 ans, tu sais qui c'est. Tu as 80 ans, tu sais qui c'est. Il y a aujourd'hui très peu de sportifs qui parlent à toutes les générations. Et qui a cette appétence particulière pour l'entrepreneuriat et qui en a fait sa nouvelle activité. Il en a fait sa nouvelle activité. Ouais, c'est un vrai businessman. Il adore l'immobilier. Il a des followers et une fanbase qui le suit, qui est assez modeste. Donc, si tu veux, ça permettait aussi de leur dire j'investis et je vous présente une solution qui peut avoir du sens pour vous. Moi, Tony, je ne savais pas du tout comment le toucher. Et on a fait un truc assez original, c'est qu'on a été voir quelles étaient les agences de communication avec lesquelles il avait bossé pour les créations de publicités de spots qu'il avait fait par le passé. Il y en avait une qui ressortait régulièrement. On a contacté ce mec-là qui nous a mis en relation avec l'agent, qui m'a mis en relation avec Tony. Et comme ça, avec 3 passes, j'ai réussi à discuter avec Tony et qui m'a dit trop chaud, l'ambition me plaît bien. J'investis au capital de la boîte. Très sympa. Il y a d'autres investisseurs qui ont un nom reconnu comme Tony Parker? Non, pas autant que Tony. On a quelques personnalités, je le mets avec des guillemets, Instagram qui investissent des montants même importants directement dans la solution. Et sinon, au capital de la boîte, il y a pas mal de business angels, donc de fondateurs de startups qui ont monté des super business. Je pense par exemple à Thibaut Alzière qui est au capital de Brix. Je pense à Renaud Visage qui a monté Eventbrite, qui était une boîte cotée, qui est toujours une boîte cotée au Nasdaq aux États-Unis, je crois, qui vaut 1,5 milliard. Donc effectivement, il y a quelques entrepreneurs emblématiques et moi, ça m'a permis d'avoir aussi des feedbacks parce qu'il y a leur expérience qui est aussi intéressante à avoir à mes côtés.
Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas connus du grand public, donc on ne communique pas sur leur nom ni leur notoriété. Pour Brix, les objectifs d'ici 5 ans, l'expansion, tu vois comment 1 million de membres, 2 millions? Ouais, il y a une expansion en termes de membres. Il y a surtout moi, je pense qu'on est au stade 0 de Brix. On peut critiquer les banques. Ce qu'il faut leur redonner quand même, c'est, je trouve ça très très sympa, ce qu'ils ont réussi à faire en termes d'analyse de data. Alors, on ne va pas parler d'intelligence artificielle, mais tu as des délégations de compétences. Si tu veux te faire financer en dessous de 250 000 euros, c'est jamais le banquier qui prend la décision, c'est un ordinateur. Tu rentres des datas dans l'ordinateur, il a tes relevés de compte et il est capable, sur la base de toutes ces données, de te dire « Ok, Logan, je te prête 250 000 euros » et tu as une réponse de principe en instantané. Et donc après, c'est des ratios prudentiels de risque qui sont très bien calculés au niveau des banques, mais les banques ont ça de bien. Elles sont capables de te donner très rapidement une réponse quand ça concerne un montant de 250 000 euros et moins, et quand ça n'a pas besoin de passer au niveau de leur comité ou de leur conformité. Et donc, moi, mon rêve, ça serait d'avoir une vraie dynamique de plateforme chez Brix, où tu n'as pas une plateforme bipartite, tu as un modèle communautaire avec 3 parties qui sont, d'un côté, des porteurs de projets qui veulent se faire financer, ou demain même des particuliers qui veulent se faire financer. Je rêverais qu'on soit en capacité de financer des particuliers. Là, aujourd'hui, on ne finance que des entreprises parce que le particulier, c'est encore monopole bancaire. On a les porteurs de projets sur notre plateforme qui veulent se faire financer. On a de l'autre côté des investisseurs, donc des particuliers qui investissent ou des entreprises qui investissent leur trésorerie. On a aussi pas mal d'entreprises qui font du placement de trésorerie. Et je rêve d'un modèle tripartite où tu as également des analystes indépendants qui viennent noter les projets. Donc en fait, tu as une notation des projets qui va déterminer en fonction du risque, un taux d'intérêt. Et les investisseurs vont faire confiance à ces analystes qui sont indépendants pour investir ou non dans les projets en fonction de la notation et du risque associé. Je rêve également qu'on ait un modèle où avec de l'intelligence artificielle, où à chaque fois qu'on reçoit des documents de la part de nos porteurs de projets qui veulent se faire financer, l'intégralité des documents sont analysés en automatique avec une sorte de machine learning où la machine apprend sur toute la base documentaire qu'on reçoit et on est capable de déterminer des patterns, donc des schémas où en fait cette typologie de projet, on sait que à partir du moment où on a tel ratio, on est très à l'aise pour que tu passes en automatique en financement sans qu'on ait eu besoin, nous, de regarder les documents parce qu'en fait la machine l'a fait pour nous. Donc en fait cette notion d'analyse de projet qui aujourd'hui est gérée par des analystes en interne, je pense que en dessous de certains montants peut être intégralement automatisé par l'intelligence artificielle. Au-dessus de certains montants, peut être délégué à des analystes externes qui vont être très, 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 très bons. Et ça a un intérêt, ces analystes externes, c'est que moi, j'ai envie qu'on aille sur des marchés de manière opportuniste qu'on ne connaît pas. En Pologne, je ne connais pas le marché polonais. Et pourtant, tu peux te dire qu'il y a des très bons analystes polonais qui connaissent très, très bien le marché. Je ne connais pas, par exemple, le marché du photovoltaïque. J'adorerais proposer des projets photovoltaïques sur ma plateforme. Pour ce faire, il faudrait que là, j'embauche un expert en photovoltaïque qui fait l'analyse de projet. Mais si je suis capable d'agréger des experts là-dedans, tu comprends bien que en fait, rien ne m'empêche d'ouvrir ma plateforme de manière internationale. Et s'il y a des projets à Cuba, il y a peut-être des experts en immobilier à Cuba où je t'ai pris un pays peut-être un peu farfelu, mais en fait, pourquoi pas, il y a des opportunités de marché partout. Il suffit de juste bien savoir les noter, les appréhender. Et en fait, tu peux avoir ce genre de mécanique où on va te dire, oui, à Cuba, c'est potentiellement un bon deal. Tu vas avoir 20% de rentabilité à l'année. Tu sais que tu as plus de risques, mais tu as la rentabilité en face qui est associée. Est-ce que tu as envie de diversifier et d'octroyer une poche sur des projets avec plus de rendement, sur des destinations un peu plus exotiques? Avec des tiers de confiance finalement, et tu serais une mise en relation, toi, entre un porteur de projet, des investisseurs et les analystes qui font le travail. C'est ça. Et si tu veux, moi je deviens là, à ce moment-là, uniquement une plateforme techno où j'ai plus du tout d'analyste en interne. Alors il m'en faudra toujours, hein, mais et où on voit bien que le passage à l'échelle est énorme parce que dans ces cas-là, on peut ouvrir tous les pays d'un coup en investissement. Sur les 5 prochaines années, en termes de membres, qu'est-ce que vous imaginez, les projections? Si tu veux, on pourrait aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite en termes de membres. Moi, contrairement à une banque en ligne où en fait tu peux rentrer autant de membres que tu veux parce que c'est eux qui s'inscrivent et qui... Moi, les membres, quand je les fais rentrer sur ma plateforme et qu'il n'y a pas de projet dans lesquels investir, ils sont méga frustrés. On le connaît tous les jours. C'est assez dingue. On a la possibilité de laisser des avis sur Brix sur Trustpilot.
à chaque fois que des personnes ne peuvent pas investir dans un projet qu'ils trouvent cool, on se prend des avis négatifs, mais par rafale sur Trustpilot, de gens qui disent « elle est pourrie cette plateforme, on ne peut pas investir dedans ». Si on décidait de mettre 100 000 balles de budget marketing sur la table pour faire de nouveau de l'acquisition client de manière massive, tu prends un afflux de nouveaux clients qui vont être frustrés parce qu'il n'y a pas les opportunités en face. Donc on doit toujours faire monter les deux en parallèle. Donc c'est pas tant le nombre de membres. Le nombre de membres, on veut le faire grossir, et là tu vois, on prend à peu près 10 000 membres tous les mois, mais en mode pilotage automatique. On pourrait appuyer sur un bouton, en prendre 30 000, mais en fait ça serait juste créer de la frustration vis-à-vis de ces membres-là. C'est le vrai défi de la mise en relation. Donc c'est le vrai défi. Et donc moi je le réfléchis plutôt par notre capacité en termes de financement projet. Sur le mois de novembre 2024, on finance 15 millions d'euros de projets sur le mois. Et là, l'objectif qu'on a avec les équipes, c'est de dire comment on est capable de créer une machine, donc une plateforme automatisée, qui nous permet, d'ici décembre 2025, donc sous un an, de financer 100 millions par mois. Tu vois, donc là, je ne sais pas si on arrivera à 100 millions, mais comme l'objectif est ambitieux, on se dit il faut qu'on mette des moyens ambitieux derrière. Et l'objectif, il est vraiment là. Et après, notre nombre d'utilisateurs va en découler. Est-ce qu'il faut faire monter le ticket moyen par utilisateur pour atteindre les 5 millions par mois, ou est-ce qu'il faut plus d'utilisateurs ? Ça, c'est un combo qu'on va devoir jauger. Mais donc, nous, on ne raisonne pas tant en termes de nombre d'utilisateurs, mais plutôt de capacité de financement tous les mois. Écoute, très clair, très intéressant. On en apprend pas mal sur ton parcours, sur Brix. Pour terminer, parce que ça fait un petit moment qu'on discute, on s'en rend pas compte, ça passe vite. Selon toi, aujourd'hui, quel est le pire investissement qu'on pourrait faire ? Déjà, le meilleur, ça serait d'investir sur toi-même. Et ça, je le pense, c'est pas du bullshit, genre des paroles en l'air. Il y a une phrase dans le podcast de Mathieu Stéphanie que j'adore, qui est « On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie ». Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut écouter des podcasts, parce qu'en fait, ça te permet de t'ouvrir à d'autres horizons et d'autres façons de faire. Et c'est vrai que à la suite de 1001 Pharmacie, effectivement, j'ai pris une claque parce que mes actions étaient valorisées 2 millions d'euros et je me retrouve à gagner 40 000 euros sur la société. Et tu vois, j'aurais pu, quand je dis ça aux gens, les gens ils me disent « mais tu devais avoir le seum, tu devais être méga vénère de perdre 2 millions d'euros ». Je dis non, c'est mon meilleur apprentissage. En fait, j'ai payé 2 millions d'euros pour ne jamais refaire cette erreur. On apprend dans l'échec. On apprend dans l'échec. Ce qui est con quand tu apprends dans l'échec, c'est que ça fait très mal. Et donc, moi, j'ai cette faculté de rebondir et de me le dire parce que j'ai confiance en moi et je sais que je referai mieux. Mais en fait, toutes ces erreurs-là, tu peux te dire que d'autres les ont faites avant toi. Donc, regardez Inédit Talk pour apprendre de mes erreurs. Parce qu'en fait, si tu es capable d'apprendre de ces erreurs, tu les refais pas. Et en fait, ça te fait économiser du temps et beaucoup d'argent et des années. Et donc, moi, j'ai adoré me bouffer, et je continue, des podcasts de développement personnel, des podcasts d'entrepreneurs qui ont connu des galères. C'est méga inspirant. Et je pense que même un entrepreneur qui, sur le papier, a réussi, doit écouter des podcasts. Et, bien sûr. Et je passe, 3 heures, 4 heures par semaine à écouter des podcasts d'histoires qui sont très cool. Donc déjà, un meilleur investissement, c'est investir sur vous-même. Sachant qu'on est la moyenne des personnes qu'on côtoie, mais elles peuvent être digitales. Elles peuvent être digitales. Voilà, si moi je me renseigne sur 5 entrepreneurs et que je m'inspire de leur parcours, finalement. C'est ça. Non, c'est pas. Et c'est pour ça qu'il faut écouter des podcasts. C'est ce que je voulais dire, c'est que souvent dans votre entourage, il n'y a pas des entrepreneurs, et il faut pas se dire à ce moment-là, je dégage tous mes potes, c'est que des cons, ils entreprennent pas. C'est ce qu'on entend beaucoup. Quitte ta copine. Non, mais c'est tes potes aussi. En fait, il faut aller prendre ce qu'il y a de mieux chez chaque personne. Donc, si ta copine elle a d'autres qualités. Alors, si c'est une grosse conne, tu la quittes. Hein, mais je suis persuadé qu'elle a plein de qualités à côté qui ne sont pas des qualités entrepreneuriales. Mais ce n'est pas grave. Prends ce qu'il y a de bien chez ta copine, garde-le, et juste va chercher ce qui te manque à côté. Et donc, tes potes continuent d'aller boire des bières avec eux et de délirer parce que c'est ce qui te permet d'avoir ta soupape pour déconnecter. Mais écoute des podcasts parce que là, ça va te donner la détermination de te bouger les fesses et de faire des grandes choses. Et tu peux très bien choper cette déterre avec des podcasts de gens inspirants, ou va chercher un mentor. Il y a plein de personnes, tu vois, que tu peux contacter. Je kiffe trop ce que tu fais. Je te donne 1%, 2% de ma prochaine startup. Viens, accompagne-moi et sois le mentor pour développer la boîte. Et ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Et le pire investissement que je te conseillerais, en fait, c'est dur un pire investissement. Dans l'immobilier, si tu veux. Un garage, par exemple. Une place de parking, non ? Les places de parking, ouais, c'est ça.
Non, mais en fait, il n'y a pas de pire investissement parce que moi, je vais te dire, je crois que mon premier investissement immobilier, c'était le pire investissement que je pouvais faire. C'était un petit appart de 15 mètres carrés que j'ai payé 76 000 euros. J'ai passé du temps, de l'énergie pour du petit business, pour pas gagner d'argent. Et c'était le pire investissement en termes de temps et d'énergie parce que ça m'a rien rapporté. C'était peut-être le meilleur parce que ça m'a fait comprendre une chose, c'est que on sous-estime le coût d'opportunité. J'ai plein de personnes qui viennent me voir et qui me disent je vais faire tel et tel projet, je vais gagner 20 000, 30 000 euros à la sortie. Et je leur dis, mais tu te rends compte que tu es en train de me dire que pour gagner 30 000 balles, tu vas passer 6 mois à cravacher pour 30 000 balles. Et tu n'es même pas sûr. Et tu n'es même pas sûr. Alors, oui, c'est 30 000 euros. Et oui, c'est plus que ce que tu gagnes dans ton job. Mais le coût d'opportunité de faire autre chose qui te rapporterait plus est énorme. Donc, oublie tes 30 000 euros, fixe-toi un coût d'opportunité, je ne sais pas, à 50 000, 100 000 euros, sois ambitieux en fait. Tu vois, raise the fucking bar, c'est augmente tes limites, quoi. Et donc, arrête de te dire que c'est cool de gagner 30 000. Et donc, ce coût d'opportunité-là, je l'ai compris. Et aujourd'hui, tu me présentes une super opportunité d'un aller-retour où je vais gagner 40 000 euros. Je te dis, mais en fait, non, je m'en fous. J'ai bien mieux à me focaliser sur ma boîte et à faire en sorte que ma boîte fonctionne plutôt qu'à me dire il y a 40 000 euros à gagner facilement. Parce que des fois, se dire que je vais gagner 40 000 euros facilement, c'est pas vrai. C'est jamais facile. C'est toujours de la bande passante intellectuelle, c'est toujours de l'énergie, c'est toujours de... Donc, ce pire investissement, donc tout ça pour conclure que il faut faire des pires investissements parce que ça te permet de te dire en fait c'était vraiment de la merde ce que j'ai fait, et plus tu fais tôt ces pires investissements, plus tôt tu comprends qu'il ne faut pas les refaire. Donc moi je dis à tout le monde, arrêtez de vous poser des questions sur un investissement. Des fois il faut savoir foncer, il faut savoir faire des erreurs parce qu'en fait une fois que tu as fait l'erreur, si t'es pas trop con, tu la referas pas dans ta vie. Moi, je me rappelle d'une discussion avec mon frère qui m'avait dit ah ouais, t'es sûr, t'as bien réfléchi, écoute, des fois il faut arrêter, pose le cerveau, je fais mon truc et je verrai bien ce que ça donne à la fin. Mais maintenant je prends un peu plus de recul sur les situations, mais quand t'as 22, 23, 25 ans, moins de 30 ans, c'est maintenant qu'il faut faire les conneries, quoi. On apprend des échecs, on y Ça. revient. Dernière question que j'aime bien, juste un petit message, tu l'as presque fait. Un petit message pour quelqu'un qui a envie de se lancer par exemple dans l'entrepreneuriat, qui peut avoir des doutes, qui hésite, peut-être parce que ses proches lui disent doucement, un message que tu peux donner. Ouais, je sais pas donner un message, je vais en donner deux. Déjà, te pose pas de questions et vas-y, fonce, parce que faut pas le regretter. Donc, tu peux te casser la gueule, tu peux faire de la merde, mais fonce. Et deuxièmement, c'est quand tu crées un business, tu te rends pas compte de toutes les charges qui vont te tomber sur la gueule. Je reçois l'URSSAF, je reçois des trucs dans tous les sens. Et en fait, si tu n'as pas un business qui génère du cash, n'essaie même pas. Je vois tellement d'entrepreneurs qui me sortent des idées. Le modèle économique, je ne le connais pas, mais on verra après. Moi, ce que j'ai appris sur 1001 pharmacies, c'est que essayer de gagner de l'argent en faisant 15% de marge sur des paniers moyens à 30 euros, avec une équipe, avec de la logistique, c'est juste pas possible. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un volume critique de 100 millions, 200 millions d'euros de vente, mais quand tu es à ces niveaux-là, tu vas créer des entrepôts logistiques qui vont encore te coûter du pognon. C'est des business qui ne seront jamais rentables. Et c'est très très dur ce type de business parce que tu es toujours sur la corde raide. Et le nombre d'entrepreneurs qui partent dans des trucs comme ça, je vais vendre des trucs à 5 balles et je vais gagner 50 centimes sur chaque vente, mais c'est la fausse bonne idée. Donc, plus tu vends un truc cher, plus tu vends un truc avec de la marge. Cherche des trucs qui valent 10 000 euros, cherche des trucs qui font 80% de marge. J'exagère là, bien sûr, hein, mais et là, tu es bien. Et donc, il vaut mieux faire 1 million de chiffre d'affaires avec 50% de marge plutôt que vouloir faire 20 millions où tu gagnes rien parce que c'est toujours un numéro d'équilibrisme. Et c'est voilà. Donc ça, c'est mon conseil. Arrêtez de vous polluer avec les chiffres qu'on voit sur LinkedIn. 100 000 euros de CA, ça veut rien dire. 100 000 euros de CA, ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. Et fonce. N'écoute pas les autres. Écoute, juste si tu as le feu intérieur. Tu vois, moi, j'ai une conviction, c'est quand tu as une passion, tu peux vraiment... Il y a des choses incroyables qui peuvent naître de passion parce que tu es capable d'aller vraiment plus loin que les autres. Moi, je parle du Founders Market Fit, donc l'adéquation du fondateur avec le marché.
un fondateur qui est déterminé parce qu'il est passionné par son marché, il ira toujours plus loin qu'un mec qui fait ça que pour l'argent et qui n'a rien à faire du marché en question. C'est très vrai. Donc si tu as une passion pour les bagnoles, si tu as une passion pour la couture, vas-y, monte ta chaîne YouTube, parle-nous de manière passionnée de couture, et tu vas voir que quand tu auras 50 000, 100 000 abonnés, tu sauras monétiser la chose et tu sauras créer un business autour de ça. Donc, il faut, si possible, il faut arriver à créer des business autour de sa passion parce que les gens dans la vie ont envie de suivre des personnes passionnées. C'est pourquoi tu as envie de regarder la vidéo d'Inoxtag qui monte l'Everest. Pourquoi tu as envie de suivre un Elon Musk? C'est que ces mecs-là, ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Et tu le ressens. Et en fait, tu as envie d'être derrière eux et de te dire « Ah bah cool, je prends ta roue ». Et donc... voilà, sois passionné par ce que tu fais et crée un business autour de ça. Et tu es toujours meilleur en plus. Tu n'as pas l'impression de travailler quand tu... Ouais. Quand tu kiffes ce que tu fais, tu t'en rends pas compte. Et c'est là où tu vas réussir à dépasser les autres, à aller plus vite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah écoute, Cédric. Merci Logan. Merci beaucoup. Et très sympa tes petites fiches. Merci. J'ai mis du temps, donc à bientôt. Merci beaucoup. Salut Logan.